Je vous remercie d'être venus si nombreux. Déjà, c'est vraiment impressionnant. Pour ma première conférence ici, j'avais eu beaucoup moins de monde et là, c'est bondé. Donc, si tout le monde achète le livre, ce sera parfait, hein, n'est-ce pas? C'est quelqu'un de bien qui l'a écrit, hein, je le connais. Alors donc du coup, comme ça vous a été expliqué, je ne vais pas faire une conférence à proprement parler comme il y en a d'habitude ici. Je vais plutôt essayer de présenter relativement rapidement le livre et surtout vous laisser de la place et du temps pour que vous puissiez me poser des questions soit sur le livre en lui-même, soit sur l'actualité espagnole, puisque c'est le thème principal de cet ouvrage. Et Dieu sait qu'il y a de l'actualité en Espagne en ce moment. Il y en a toujours en particulier en ce moment. Donc voilà. Je vais essayer donc de vous expliquer à la fois ce qu'on peut trouver dans le livre et ce que j'ai voulu faire avec ce livre, c'est pas tout à fait la même chose. Surtout à la lumière en fait des tout derniers événements qu'on a eu en Espagne, hein, le fameux référendum séparatiste catalan. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que ce livre et qu'est-ce qu'on peut y trouver? Donc cet ouvrage qui s'intitule Rupture de ban, l'Espagne face à la crise, c'est un recueil d'articles en fait que j'ai rédigé de 2013 à 2017 pour différents supports. Tantôt pour la revue Perspective Libre, qui est éditée par le Cercle Aristote, tantôt pour l'autre site internet. Certains ne sont plus du tout accessibles aujourd'hui, d'autres sont inédits, je ne les ai jamais publiés. Donc vous voyez le privilège que vous avez. Certains sont également parus, c'est des articles courts d'actualité qui sont parus sur le site internet de La Tribune. Puisque quand Romaric Gaudin, qu'un certain nombre d'entre vous connaissent, je pense, était encore journaliste à La Tribune, il m'avait ouvert des portes pour que je puisse y rédiger de temps en temps quelques petits articles d'actualité politique et économique sur l'Espagne. Alors, j'ai essayé de remanier ces articles, pas pour en modifier substantiellement le contenu évidemment, mais surtout pour les toiletter, déjà, les expurger de toutes leurs fautes de langue. J'ai éliminé, ça m'est arrivé, je suis tout à fait honnête avec vous, j'ai éliminé parfois quelques paragraphes ou passages qui en fait alourdissaient ou rendaient plus complexe la compréhension. Et j'ai décidé en fait, j'ai un peu hésité, j'ai décidé de faire une classification de ces articles qui n'était pas une classification chronologique. Donc en fait, quand vous lirez le livre, si vous le lisez dans l'ordre, vous allez tomber sur des articles qui évoquent des événements, parfois antérieurs aux articles que vous avez lus précédemment. J'ai préféré les classer de façon thématique en fait, en 4 grands blocs, en 4 grandes thématiques. Le premier en fait concerne la politique intérieure du pays, tout ce qui va être la vie parlementaire, la vie des partis politiques. La deuxième est consacrée à la problématique catalane. C'est pas forcément la plus importante de l'ouvrage, mais il y a quelques articles qui me semblent quand même essentiels pour comprendre la problématique catalane actuelle. La troisième partie concerne en fait tout ce qui va être de l'ordre de la politique extérieure de l'Espagne, de sa place dans le monde, plus globalement. Et la quatrième partie va concerner ce qui est de l'ordre de l'histoire au sens très très large du terme. Alors dedans vous allez trouver quoi dans ces 4 parties? Alors par exemple dans la première sur la politique intérieure vous trouverez des considérations sur Podemos, sur le Parti Socialiste Ouvrier Espagnol, sur le Parti Ciudadanos, citoyen, qui est le parti centriste en Espagne, sur ce cher Mariano Rajoy dont je suis une marionnette au dire de certains de mes détracteurs, sur les élections en général. Ça me fait beaucoup rire, une marionnette de Mariano Rajoy, parce que s'il savait ce que j'écris sur ce pauvre Mariano, il ne dirait pas cette chose-là, enfin bon. Et puis également sur, on va dire, le rapport entre la politique intérieure espagnole et l'Union européenne, qui est quand même un conditionnant extrêmement fort de la politique espagnole. Dans la partie sur la Catalogne, il y aura des articles sur l'économie, les aspects économiques du défi séparatiste, comme on dit en Espagne. Sur les aspects politiques, qu'est-ce que la Catalogne revendique exactement quand elle parle de droit à l'autodétermination. Et puis aussi sur des aspects sportifs, un petit peu, pour les amateurs de football, sur le FC Barcelone. Pour ce qui est des relations internationales, il y aura toute une partie sur les relations France-Espagne dans l'histoire. Et puis plus globalement, des considérations sur la géopolitique de l'Espagne. Et enfin, dans la partie historique, il y aura tout un article sur les rapports entre la France gaullienne et l'Espagne franquiste, que vous pourrez trouver aussi dans le numéro consacré à De Gaulle de la revue Perspective Libre. Et puis également des réflexions sur la place de l'Espagne dans l'histoire européenne, pays périphérique, comment l'Espagne a été en relation avec le reste de l'Europe au fil de l'histoire. En plus de tout ça, j'ai ajouté également une introduction inédite que j'ai écrite, donc,
qui, à mon avis, permet d'envisager, de comprendre l'ouvrage, de comprendre le sens que j'ai voulu lui donner, hein, je le dis sans emphase. Et en plus de cela, il y a une très belle préface d'Arnaud Imaz, qui est quand même un spécialiste de l'histoire de l'Espagne, qui est membre correspondant de l'Académie royale d'histoire espagnole, donc c'est pas tout à fait rien, c'est comme des institutions qui ont un vrai prestige. Une préface d'une grande érudition, comme toujours avec Arnaud, hein, que je remercie évidemment d'avoir bien voulu relire l'ensemble de mon ouvrage pour pouvoir faire une préface ensuite, et qui apporte des compléments et aussi une vision particulière sur ce que j'ai écrit et sur l'histoire et l'actualité de l'Espagne. Donc en fait, globalement, ce que vous allez trouver dans cet ouvrage, c'est une sorte de vision personnelle, évidemment hein, subjective, mais il n'y a pas de vision objective, ça n'existe pas, mais en tout cas argumentée, des causes et des conséquences de la crise multiforme, protéiforme que vit l'Espagne aujourd'hui. Crise politique, économique, sociale, territoriale. J'ai essayé en fait, très modestement, d'apporter un certain nombre d'éléments qui permettent, à mon avis, de mieux comprendre quelles sont les causes et les manifestations de cette crise. Et c'est vraiment en fait ce qui préside à l'ensemble de ces articles que j'ai écrits entre 2013 et 2017, donc à tout cet ouvrage, c'est la notion de crise, la notion de rupture, la notion de fracture, la notion voilà, de désordre, de recomposition, de reconfiguration générale d'un pays, on ne sait pas très bien vers quoi, mais en tout cas on y assiste. Alors qu'est-ce que j'ai voulu faire avec ce livre et un petit peu quel est son sens? Donc, je l'ai expliqué, c'est une vision personnelle de la crise que vit l'Espagne depuis 2008, mais à mon avis c'est aussi une vision personnelle de la crise que vit l'Espagne depuis plusieurs siècles. Une crise qui connaît des rémissions, qui se manifeste par intermittence, mais à mon avis une crise profonde, une crise de conscience nationale, une crise d'identité, et puis également des crises économiques successives, dont la dernière en date de 2008, une crise institutionnelle parce qu'aujourd'hui il y a extrêmement peu d'institutions en Espagne qui échappent à la remise en question de la part des citoyens. Il y a guère aujourd'hui, grâce au travail de Philippe VI, que la monarchie s'en sort à peu près, c'est à peu près la seule institution qui s'en sort pour le moment. Une crise sociale évidemment, crise qui est la conséquence des bouleversements économiques surgis à partir de 2008. Une crise des repères et des valeurs aussi. Qu'est-ce que c'est qu'être espagnol aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que l'Espagne aujourd'hui? Je pense que les Espagnols soit n'ont pas la réponse à cette question, soit il y a autant de réponses que d'Espagnols quasiment. Une crise aussi diplomatique, vis-à-vis par exemple de certains pays latino-américains, mais pas seulement. Donc effectivement, ce que j'ai voulu montrer avec cet ouvrage, c'est qu'il n'y a aucun secteur de la vie de l'Espagne et de la vie des Espagnols qui est épargné par cette crise. Et en fait, ce que j'essaye aussi de faire comprendre, c'est qu'il y a une remise en cause générale de tout ce qui a été édifié en Espagne depuis la mort de Francisco Franco, en novembre 1975, et depuis la mise en place des institutions démocratiques, qui sont toujours celles de l'Espagne aujourd'hui, qui se sont mises en place, grosso modo, entre 77 et 82, avec le point d'orgue un peu de 78, l'année 78, qui est celle du vote de la Constitution actuelle, une Constitution qui cristallise beaucoup de choses aujourd'hui. J'ai essayé aussi de montrer que malgré la reprise économique que vit l'Espagne depuis 2013-2014 et qui est une reprise économique réelle, en fait le pays semble plonger dans une espèce de spirale de dépression, de pessimisme. Le pessimisme, c'est un trait extrêmement espagnol, d'abattement en fait sans fin. Il y a un article qui est paru il y a quelques jours sur le site du quotidien espagnol El Mundo. Le journaliste interviewait un intellectuel espagnol, et cet intellectuel disait quelque chose qui me semblait extrêmement pertinent. Il disait, on a l'impression qu'aujourd'hui, et en fait depuis plus d'un siècle, l'Espagne vit un 98 intérieur permanent. Alors 98, ça fait référence à quoi? C'est l'année 1898, au cours de laquelle l'Espagne, dans une guerre contre les États-Unis, perd ses dernières colonies du continent américain, Cuba, Porto Rico, ainsi que les colonies qu'elle avait encore dans le monde Pacifique. Les Philippines, les Mariannes, les Carolines. Et cette défaite de l'Espagne face aux États-Unis et la perte de son empire colonial transocéanique, il lui reste quelques morceaux en Afrique, dont le Maroc, hein, mais la perte de l'empire colonial transocéanique en 1898 suppose plus ou moins un retardement, un choc psychologique considérable. Beaucoup plus d'ailleurs qu'un choc économique, l'économie s'en est pas tellement ressenti, mais un choc psychologique considérable, qui a poussé en fait les Espagnols de tous les bords, de gauche, de droite, du centre,
des communistes, des libéraux, à se poser des questions et à se dire qu'est-ce que l'Espagne? Quel est le devenir historique de l'Espagne? Quelle est la trajectoire économique de l'Espagne? Qu'est-ce qu'on fait dans le monde? À quoi est-ce que ça sert l'Espagne en fait? Qu'est-ce qu'on a à apporter au reste du monde? Et donc, cet intellectuel-là, dans l'article d'El Mundo, disait finalement l'Espagne vit une sorte de 98 intérieur permanent. Et c'est un peu ça, c'est une sorte de questionnement permanent et d'incertitude permanente et d'insécurité permanente sur le sens de ce que c'est l'Espagne en fait. C'est l'éternel tarte à la crème des études hispaniques, mais mine de rien, c'est vrai qu'on n'y échappe pas, on ne peut pas y échapper. La question de l'être de l'Espagne, elle sert d'Espagne. Qu'est-ce que c'est que l'Espagne? Et les Espagnols n'ont jamais fini de répondre à cette question, et peut-être qu'il n'y a pas de réponse à cette question. Je trouve que le parallèle est assez intéressant avec la crise morale, psychologique que vit la France depuis un certain nombre d'années et de décennies, où on se demande aussi finalement qu'est-ce que c'est la France, qu'est-ce qu'on fait dans le monde, quelles sont les valeurs qu'on devrait porter. Il y a un parallèle, alors évidemment il y a des choses extrêmement différentes parce que les trajectoires économiques, oui bien sûr, mais surtout historiques ne sont pas les mêmes, mais il y a un parallèle intéressant à faire. Il y a une littérature en Espagne sur la question de l'identité qui remplirait des bibliothèques entières. Donc finalement, je disais, cet état, cette spirale de dépression, d'abattement, sans qu'on véritablement on entrevoie des solutions à court ou moyen terme. Parce que bon, il y a eu la crise économique, liée à la crise des subprimes aux États-Unis, mais aussi à la crise de l'euro dans la zone euro, qui aujourd'hui, même s'il y a toujours des conséquences extrêmement graves en Espagne, semble s'éloigner un peu. Il y a également eu la crise institutionnelle avec ces élections générales à répétition, avec cette incapacité à former un gouvernement, ce qui n'était jamais arrivé en Espagne depuis les premières élections libres après la mort de Franco, à savoir en 1977. Et puis il y a le troisième volet de la crise, si j'ose dire, qui est la crise territoriale, qui est à la fois une cause et une conséquence des deux autres, avec la Catalogne, qui est le sujet qui évidemment fait l'actualité aujourd'hui, mais derrière on voit poindre aussi le Pays Basque, éventuellement d'autres régions, un peu moins concernées, comme la Galice ou les Baléares, bref, c'est le troisième volet. Et donc au moment où les Espagnols se disaient, bon, on est en train plus ou moins de surmonter, avec toutes les imperfections de la reprise économique, on est en train de surmonter la crise économique. On a enfin un gouvernement qui tienne, vaille que vaille, mais qui tienne. Et tout à coup, c'est progressif, mais là, ça prend une ampleur terrible, cette question territoriale. Donc finalement, on n'arrive pas à se sortir de cette crise permanente. Du fait de ce pessimisme un peu et de cette crise permanente, mon ouvrage est plutôt pessimiste. C'est-à-dire ne lisez pas ça un 11 novembre quand il pleut à torrent, quoi, je veux dire. Sauf si vous aimez la crise, après, les goûts sont dans la nature. C'est un ouvrage qui est assez pessimiste, je ne le cache pas, mais j'ai essayé d'être honnête dans ce que je pensais, de proposer occasionnellement et très modestement des fragments, des bribes de solutions, en tout cas des idées, des orientations vers lesquelles on pourrait aller. Mais j'ai aussi essayé de montrer que, tout parti confondu, toute tendance confondue, les grandes formations politiques et les grandes figures de la scène politique espagnole sont assez médiocres. Pour vous dire un peu l'état des choses, Mariano Rajoy, le président du gouvernement, est sans doute le moins médiocre du lot. Donc ça pose, je trouve, assez bien le panorama. Désolé pour la marionnette que je suis, j'essaie d'être pas trop méchant avec Mariano Rajoy. Donc voilà, il y a aussi cette problématique-là, c'est que pour entrevoir des solutions, il faudrait des idées pertinentes, et ces idées, elles ne sont portées que par des personnalités, qui à un moment ou à un autre ont un minimum de chance de s'imposer sur la scène politique. C'est la même problématique qu'en France de toute façon. Or, les idées sont parfois aux abonnés absents, et en tout cas le personnel politique en Espagne, il est ce qu'il est. Donc voilà. Alors, mon premier objectif avec cet ouvrage, ça a été de mettre entre le plus de mains possible, dit celui qui veut absolument que son ouvrage se vende, mais surtout chez des gens qui n'y connaissent pas grand-chose, voire rien, de mettre entre le plus de mains possible une analyse, une interprétation, justement, de la crise en général espagnole et de ses acteurs. Donc, j'ai essayé d'être le plus pédagogique possible, c'est un peu aussi une déformation professionnelle. Pour ceux qui ne le sauraient pas, je suis professeur dans le secondaire. Le plus pédagogique possible, donc j'ai essayé d'être le plus explicite
et le plus précis possible dans ce que je disais. Je dis toujours qu'en fait, il est tout à fait compréhensible de ne pas bien savoir ce qui se passe politiquement en Espagne, voire de ne pas s'y intéresser, parce que même les Espagnols eux-mêmes ont souvent du mal à s'y retrouver, et parce que souvent c'est chiant comme la pluie, quoi. Les histoires de pactes, de machin qui dit un truc, puis qui dit un autre truc, puis qui rompt avec bidule. Parfois c'est un peu les feux de l'amour, sauce politique espagnole, mais c'est vrai que c'est un feuilleton en rebondissement qui peut paraître extrêmement obscur vu de l'extérieur, voire parfois un peu inintéressant. J'ai essayé de le rendre le plus intéressant possible et surtout le plus compréhensible, le plus clair possible. Donc forcément, je le redis, ce sont mes interprétations, qui ne sont pas infaillibles, qu'on peut toujours remettre en question. C'est aussi un livre qui, à mon avis, doit permettre d'ouvrir un certain nombre de débats, je l'espère en tout cas de susciter des questions, et qui donc n'est pas un livre objectif, parce que l'objectivité en la matière n'existe pas, mais en tout cas un livre qui me semble suffisamment argumenté et précis pour qu'on puisse débattre de façon intelligente. C'est-à-dire en évitant ce que j'appelle le point Godwin-Chorizo. Je pense que la plupart d'entre vous savent ce que c'est que le point Godwin, le fait que dans une conversation politique, notamment sur Internet, très vite on arrive sur oui mais Hitler, oui mais l'Allemagne nazie. Et le point Godwin-Chorizo, alors c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, je rends à César ce qui est à César, c'est oui mais Franco, voilà. Oui mais Mariano Rajoy c'est un peu Franco, voilà. C'est un peu ça en fait que j'entends régulièrement. Donc j'espère vraiment que on va en arrêter avec ces analyses à l'emporte-pièce qui ne valent rien, et qu'on va un peu avancer sur le débat, et j'espère contribuer de mon côté au progrès de ce débat. Alors, mon aire de spécialité, c'est l'Espagne contemporaine sous tous ses aspects, principalement la politique, l'économie, mais aussi la culture, les aspects linguistiques. Mais je suis aussi passionné d'histoire, c'est vrai. Et l'histoire, comme je vous l'ai expliqué, ne manque pas dans cet ouvrage. Il y a non seulement toute une partie consacrée à l'histoire, mais il y a aussi des considérations historiques dans des articles qui ne sont pas spécifiquement dans ce bloc thématique. Je pense que c'est extrêmement important de parler de l'histoire, notamment de l'histoire longue quand on parle de l'Espagne, parce que l'Espagne a une grosse différence avec la France. En France, quoi qu'on dise, et quel que soit notre avis sur l'événement, enfin l'ensemble d'événements en question, sur ce qui était avant et sur la Révolution française, le gros bloc de la Révolution française, marque une rupture fondamentale, quel que soit notre avis sur les questions. Et même si on peut remarquer des continuités entre l'ancien régime et la France qui succède, si j'ose dire, à la Révolution, c'est quand même une rupture fondamentale. Une rupture telle que de toute façon elle secoue toute l'Europe. En Espagne, il n'y a pas de réelle rupture historique, en tout cas pas aussi forte. Il y a des ruptures historiques, bien sûr, mais pas de cette ampleur-là. Ce qui fait qu'en fait, le pays s'est plus reformulé progressivement et souvent dans la douleur que véritablement révolutionné. Et donc, je pense qu'il est encore plus nécessaire que pour la France d'avoir une perspective historique un petit peu longue, parce que sinon, je pense qu'il y a des choses qui échappent véritablement à la compréhension. Et je reviens sur mon point Godwin-Chorizo, c'est que véritablement, ceux qui veulent expliquer l'ensemble de l'Espagne actuelle par la guerre civile et le franquisme, en fait, sont assez hémiplégiques intellectuellement parlant. Ils ne voient, et encore hémiplégique, je suis gentil, ils ne voient qu'un tout petit aspect des causes de la situation actuelle. Parce que la dictature franquiste et la guerre civile elle-même ne sont que des conséquences très fortes de ce qui s'est passé au XIXe et au XVIIIe siècle. On a une vision très très déformée en France de la guerre civile parce qu'on la voit uniquement comme la répétition générale de la Seconde Guerre mondiale et de l'affrontement entre d'un côté le bloc communiste et de l'autre le bloc fasciste, nazi, etc. C'est vrai hein, que cette problématique existe, mais en fait ce sont plutôt ces deux blocs et ces deux idéologies qui se sont surajoutées sur une situation dont les causes sont bien antérieures. Donc ça ne veut pas dire que c'est inintéressant de parler de la guerre civile ou du franquisme, il y a évidemment des héritages positifs comme négatifs de toutes les périodes. Mais si on ne réfléchit que ça en se disant, dans l'histoire de l'Espagne, il n'y a que ça, et tout ce qui se passe en Espagne aujourd'hui n'est que la cause du franquisme et de la guerre civile, on peut être à peu près sûr de faire une analyse qui ne tient pas du tout la route. Donc voilà, l'Espagne, c'est pas un pays où il y a eu des grands moments où on a dit on va faire table rase, enfin si on l'a dit, mais on n'a pas jamais vraiment pu le faire. Donc ça a plus été une reformulation permanente, un petit peu,
comme le Royaume-Uni, même si le Royaume-Uni c'est encore d'autres problématiques et une autre trajectoire historique, mais c'est un peu le même type de processus. Alors l'histoire, elle m'intéresse aussi, elle m'anime à travers de ce livre, à travers toutes mes réflexions, toutes mes analyses, parce que la question que je pose constamment dans ce livre, en fait en filigrane, c'est pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Et comment est-ce qu'on en est arrivé là? Donc, il faut forcément s'interroger sur des causes historiques, les déterminer, et comme je le disais, essayer de proposer, alors évidemment à mon niveau, très modestement, je ne suis pas un homme politique espagnol, je ne peux pas faire de politique, c'est pas ça qui m'intéresse, mais des éléments de solution. Dire, voilà, on a une situation qui n'est pas satisfaisante manifestement, en tout cas pas pour la majorité des Espagnols. Quelles sont les causes à mon avis? Quelles en sont les conséquences? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pallier les plus graves de ces conséquences? Donc je ne donne pas de solution clé en main pour dire, écoutez, mesdames et messieurs les Espagnols, voilà ce que vous allez faire, point par point, la recette elle est là, et puis une fois que vous aurez fait ça, tout sera magique, évidemment pas. Je pense que les éléments de réponse que je donne, si vraiment ces orientations sont suivies, ça donnera des fruits à moyen et long terme, mais il faudra des hommes et des femmes en Espagne pour les mettre en œuvre et pour les animer, pour les incarner. Alors, je disais qu'il n'y a pas de grande rupture, en tout cas pas de rupture aussi forte en Espagne qu'en France. Il n'y a pas un équivalent de la Révolution française. Même la lutte des Espagnols contre les armées napoléoniennes entre 1808 et 1812, qui par certains a été considérée comme une forme de révolution espagnole, n'a pas eu cet impact-là, notamment psychologique. Ça veut donc dire, comme je le disais, que le pays s'est constamment reformulé et que donc l'Espagne, elle a changé. Elle a évolué et elle a mûri. Alors ça a l'air de la palissade, ce que je dis là, parce que tout le monde change et tout le monde évolue. Mais ça a son importance. Je vais y venir. Donc l'Espagne a connu des soubresauts parfois considérables, des mutations parfois extrêmement douloureuses. Elle vit aujourd'hui des mutations douloureuses. On ne sait pas très bien à quoi elles vont aboutir. Mais l'Espagne, ce n'est pas un pays enfant. C'est un pays adulte. Sa démocratie n'est pas moins consolidée que la nôtre, elle est peut-être plus récente à l'échelle historique, mais elle n'est pas moins consolidée que la nôtre. On peut lui faire énormément de reproches, hein, c'est pas le... je suis pas en train de dire la démocratie espagnole est parfaite, ne changez rien. Mais il me semble qu'on n'est pas vraiment légitime, en France ou dans un autre pays, pour venir dire à l'Espagne que sa démocratie est extrêmement insuffisante, et que là vraiment il faudrait qu'elle bosse un peu, hein, parce qu'elle est un peu une semi-dictature. C'est aussi pour ça que j'ai écrit ces articles et que j'ai fait ce recueil. Les Français, beaucoup d'Européens en général, mais évidemment les Français, puisque c'est ce qui nous intéresse ici, notamment parmi les élites françaises, hein, dans le monde politique, dans le monde culturel, dans le monde médiatique. Mais les Français en général, je pense, dans leur grande majorité, n'ont pas fait leur aggiornamento. J'emploie un mot italien, c'est exprès. C'est-à-dire que, pour beaucoup de Français, l'Espagne, c'est encore l'Espagne de 1960. Où on allait en vacances parce que c'était pas cher, et où on voyait des gens se balader à dos d'âne et aller chercher le haut puits. Je lis des descriptions, on est à la limite de ça. On est à la limite de ça. Et quand je lis, quand je consulte des sources un peu plus anciennes, par exemple de la presse française, j'avais eu un article, alors ça c'est pas une référence absolue, mais quand même c'est intéressant parce que ça, c'est un magazine qui a beaucoup contribué à forger les mentalités en France. Quand je lis des articles de Paris Match sur l'Espagne dans les années 60, finalement, il y a des remarques que des journalistes feraient encore aujourd'hui, sans se poser la question, sans vraiment se dire est-ce que là je suis pas un peu dépassé dans mon analyse. Et donc beaucoup de Français, et ça se voit aussi, alors à la fois à la lumière de la crise économique et à la lumière de la crise catalane, voient encore l'Espagne comme un pays un peu attardé, un peu archaïque, un peu à la remorque de l'Europe, qu'il faudra un peu éduquer quoi, depuis l'étranger, hein, un peu parfaire depuis l'étranger. Je dis que ça se voit bien à l'aune de la crise catalane parce que combien d'analyses ai-je lu de la part de Français qui sans doute étaient extrêmement sincères, de bonne foi, qui disaient qu'en fait, la réaction de l'État espagnol face à la problématique autonomiste, séparatiste catalane, c'était une réaction à l'État franquiste. Que c'était une réaction à l'État dictatorial qui n'avait jamais vraiment fait sa mue, que c'était une sorte de réédition, de reconfiguration de la lutte éternelle entre l'Espagne dictatoriale et la Catalogne démocratique. Non seulement c'est plus d'actualité, mais surtout ça n'a jamais été d'actualité, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de lutte entre l'Espagne dictatoriale et la Catalogne démocratique, ni même l'inverse d'ailleurs. C'est beaucoup plus compliqué que ça.
Alors l'Espagne est en partie responsable, hein, les élites espagnoles sont en partie responsables de cette perception extrêmement négative à mon avis, ou en tout cas extrêmement biaisée, extrêmement incomplète, extrêmement imparfaite, qu'on a d'elle à l'étranger. Les élites espagnoles n'ont jamais vraiment fait ce qu'il fallait pour améliorer l'image de l'Espagne à l'étranger, ils en ont pris conscience extrêmement tardivement, il y a quelques années seulement. Et par exemple sur ce qui est, je vais prendre un cas très précis et très récent, sur ce qui est de la réaction de l'État espagnol au référendum séparatiste catalan du 1er octobre dernier, l'État espagnol commence à réagir ces derniers jours. Les dirigeants espagnols commencent à faire des interviews auprès des médias étrangers ces derniers jours. Et il a fallu que ce soit les premiers médias étrangers du type Washington Post ou Guardian qui se disent « Ah mais attendez, on nous aurait pas menti sur le nombre de personnes blessées durant le référendum du 1er octobre ? Ah oui, puis il y a ça qui colle pas, puis il y a ça. » En fait, c'est les médias étrangers qui ont commencé à faire le boulot, et alors l'État espagnol s'est dit « Tiens, si on faisait quelque chose ?» Ça c'est typiquement espagnol, malheureusement, hein, se réveiller après la bataille. Donc les élites espagnoles ont une partie de responsabilité, mais je pense que, comme dans tout, les responsabilités sont partagées. Les Français, puisqu'on parle en particulier de la France, ont pour beaucoup, je dis pas pour tout le monde évidemment, et pour beaucoup, une image déformée et biaisée de l'Espagne, du point de vue politique, du point de vue économique, du point de vue culturel. Je connais beaucoup de gens très sympathiques, qui n'ont absolument pas l'intention de nuire, mais pour qui l'Espagne, c'est un peu comme la France en plus petit, en plus pauvre, en raté, et avec des castagnettes et de la paella. J'exagère à peine, hein, je veux dire vraiment, pour certaines choses, alors, je ne dis pas que tout est comme ça, hein, heureusement, mais pour certains articles que je lis, on en est là. Quand je lis que l'humanité, alors certes l'humanité n'est plus vraiment une référence, ni même pour le communisme français, enfin ce qui reste du communisme français malheureusement, mais quand je lis l'humanité qui explique qu'en fait la suspension de l'autonomie catalane que le gouvernement central espagnol a mise en place par le biais de l'article 155 de la Constitution est une réaction franquiste, les bras m'en tombent. Il y a quand même des gens qui ont dit, sur Twitter, j'ai lu ça, et c'était pas des messages parodiques, hein. Vous vous rendez compte, même Franco n'a pas osé appliquer l'article 155 de la Constitution. Non, effectivement, c'est vrai. Même Franco n'a pas osé. Je vais vous dire une chose, même Philippe II et Charles Quint n'ont pas osé. Hein, Donc voilà, ça c'est aussi un des objectifs de ce livre, et c'est un des objectifs de tout ce que je fais, et de tout ce que je dis sur l'Espagne. Ceux qui me connaissent savent que c'est un peu mon cheval de bataille. C'est essayer de vous dire, voilà, évidemment l'Espagne n'est pas parfaite, il n'y a aucun pays parfait au monde. Tous les pays ont leurs qualités et leurs défauts. Les Espagnols ont de grandes qualités, mais aussi de grands défauts. Pour les côtoyer depuis un certain temps, je me rends bien compte des deux. Mais en tout cas, l'Espagne est un pays adulte, et c'est pas un pays qui a besoin d'être éduqué ou parfait depuis l'étranger. Et en France, on a un peu ce complexe-là, et c'est là-dessus que je vais conclure sur cette brève présentation, parce qu'en fait, quand Louis XIV envoie son petit-fils, Philippe le duc d'Anjou, futur Philippe V d'Espagne, justement outre-Pyrénées pour qu'il y devienne roi, il y a un peu cette ambition de réformer cette Espagne qui est un peu attardée, qui est un peu ankylosée, c'est pas complètement faux, hein, mais qui est un peu ankylosée dans les vieilles structures politiques et institutionnelles des Habsbourg. Et plus encore, là je sais que je vais en faire sourire certains, quand Napoléon décide d'envahir l'Espagne, un peu par surprise il faut le dire, certes, les principales élites espagnoles ne lui renvoient pas une excellente image de l'Espagne. C'est vrai que Charles IV n'est pas un excellent souverain. C'est vrai, je veux dire, il faut le reconnaître, hein, mais bon, c'est la même problématique que pour l'Irak, quoi. Je veux dire, on peut penser ce qu'on veut de Saddam Hussein, mais est-ce qu'il fallait le renverser pour autant? C'est exactement la même problématique. Mais Napoléon est persuadé, parce qu'il ne connaît pas très bien l'Espagne et parce qu'il entend des voix autour de lui qui lui disent ce qu'il a envie d'entendre, eh bien il est persuadé que l'Espagne, c'est le pays des moines de l'Inquisition, Inquisition qui au XVIIIe siècle existe toujours formellement, mais qui a un poids ridicule par rapport à ce qu'elle a pu avoir, et l'Inquisition est en soi un sujet qu'il faudrait débunker, comme on dit maintenant, sur l'Espagne. Donc le pays des moines, de l'Inquisition, le pays archaïque, et puis en plus c'est un Bourbon qui règne en Espagne, alors vous pensez bien, on a renversé les Bourbons en France, et pas pour les laisser en Espagne. Donc en France on a un peu ce complexe de supériorité là, bon on a un complexe de supériorité en général, hein, je suis désolé de vous dire ça comme ça, mais souvent d'ailleurs ce qui est reproché, ce qu'on nous on reproche aux Américains, c'est un peu ce qui nous est reproché à l'étranger aussi parfois. C'est un peu, bon, ce côté, on est le peuple qui apporte la lumière au monde, c'est parfois un peu ça. Mais en tout cas pour Napoléon et l'Espagne c'était clairement ça. Et c'est parce qu'il n'a absolument pas compris quels étaient les enjeux politiques, institutionnels et sociaux de l'Espagne
qu'il s'y est cassé les dents. Alors, il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait qu'il avait une partie de ses troupes en Russie, mais il n'a absolument pas compris ce qui se jouait. Il pensait que c'était comme partout ailleurs en Europe, on allait chasser les souverains d'Ancien Régime, les populations allaient acclamer la Grande Armée à coups de viva, et tout allait rouler parfaitement. C'est pas ça. Et je pense que vraiment aujourd'hui, même si l'invasion de l'Espagne n'est pas dans les cartons d'Emmanuel Macron, enfin sait-on jamais, c'est Jupiter tout de même, même si l'invasion de l'Espagne n'est pas dans les cartons d'Emmanuel Macron, peut-être qu'elle l'est dans les cartons d'Angela Merkel, ça je ne sais pas, je pense qu'il est vraiment temps que l'on révise, que l'on réforme notre vision de l'Espagne en profondeur. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Nicolas attend vos questions, si vous voulez bien. Que des questions faciles. Qu'en est-il de la Catalogne du Nord? Ah, bonne question. Alors pour ceux qui ne verraient pas forcément la référence, la Catalogne du Nord, c'est l'essentiel des Pyrénées-Orientales. Il n'y a que la toute petite partie à l'extrême nord, ce qu'on appelle la Fenouillède, qui ne fait pas partie historiquement de la Catalogne, qui fait partie de l'Occitanie. Alors, la Catalogne du Nord, donc les Pyrénées-Orientales, le département français, c'est un territoire revendiqué comme étant une partie historique de la Catalogne par les séparatistes catalans d'Espagne. Alors évidemment, quand ils viennent donner des interviews en France pour expliquer que l'Espagne est méchante et que la Catalogne est gentille, c'est pas l'aspect sur lequel ils vont insister le plus, parce qu'ils se doutent bien que ça passera pas forcément extrêmement bien auprès de la plupart des Français, mais c'est un objectif réel, revendiqué, c'est la constitution de ce qu'on appelle Països Catalans, les pays catalans, qui comprennent à minima, je dis bien à minima, la Catalogne espagnole actuelle, le département des Pyrénées-Orientales, alors avec ou sans la Fenouillette, je ne sais pas exactement où ils en sont, je pense qu'un bout de territoire en plus ça leur irait très bien, la communauté de Valence, les Baléares, quelques communes du nord de la région de Murcie, et ce qu'on appelle la Franja, c'est-à-dire toute la zone qui est à l'est de l'Aragon, où il y a effectivement des populations catalanophones mais qui sont aragonaises. Je dis ça à minima parce que pour les plus hardis d'entre les séparatistes catalans, les pays catalans, ça s'arrête aux marches de Toulouse et de Marseille. Mais ce que proposent déjà les plus modérés, entre guillemets, des Catalans, c'est déjà beaucoup. Et évidemment, là, il n'y aura pas de consultation des populations concernées. Le droit à décider, c'est bien pour les Catalans quand ils disent oui à l'indépendance. Par contre, pour les autres, pas trop de décision, quoi, hein, s'il vous plaît. On sait déjà ce qu'on a à faire. Voilà. Donc la Catalogne Nord s'est revendiquée, effectivement, et ça va même plus loin, parce que ça fait des années, depuis les années 90 et surtout 2000, que la généralité de Catalogne, donc les institutions de Catalogne espagnole, si je puis dire, versent des centaines de millions d'euros dans les Pyrénées-Orientales pour parvenir à leur fin. Évidemment, c'est pas on va payer des gens pour dire vive la réintégration de Catalunya Nord à Catalunya. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va payer, on va aider par exemple à mettre des plaques de rue bilingues, français et catalan. On va faire du sponsoring pour l'USAP, hein, l'équipe de rugby de Perpignan. Plein de petites choses qui, comme ça, n'ont l'air de pas grand-chose, mais mises bout à bout, qui créent une atmosphère particulière dans les Pyrénées-Orientales. Et pour connaître un certain nombre de personnes qui y vivent, je peux vous dire que ces populations-là ne sont pas insensibles du tout à ce qui se passe dans le sud. Voilà. Alors on n'en est évidemment pas au point de la Catalogne espagnole, mais elles ne sont pas insensibles à ce qui se passe dans le sud. Je le dirais comme ça. Oui ? J'ai une question qui va dans la continuation, monsieur, c'est en fait la question des eurorégions. C'est-à-dire que justement on a vu les réactions des politiques actuellement, et on se rend compte qu'ils sont tous défavorables officiellement à cette indépendance de la Catalogne, mais cette question des eurorégions qui est pour faire perdre le pouvoir des États centraux pour arriver vers une souveraineté européenne entre guillemets. Je voulais savoir quelle était votre opinion par rapport justement à ce mouvement récent qui s'est passé en Catalogne. Alors, pour la Catalogne, la problématique est quand même bien plus ancienne que l'Union Européenne. Il ne faut pas penser que c'est l'Union Européenne qui a tout fait. Maintenant, évidemment, l'Union Européenne a un poids considérable, d'abord parce qu'en affaiblissant les États-nations, c'est-à-dire en leur retirant l'essentiel de leur substance et de leurs compétences, il est évident que l'on rend moins claire la fonction et l'utilité de ces États-nations auprès de leurs administrés. Si en plus il y a déjà un ferment qui permet de remettre en question l'État central, c'est encore mieux.
Et en Espagne, en plus, il y a quelque chose, c'est que l'Espagne, c'est en partie comme la France, c'est une construction politique. Qui a été faite par ses dirigeants, par ses politiques. Quand les dirigeants sont faibles, soit qu'ils sont faibles, ou soit qu'on les ait affaiblis, les forces centrifuges renaissent toujours. En 1640, par exemple, Anna de Gaulle raconte, en 1640, en Espagne, régnait Philippe IV, qui était un souverain assez faible, assez inconstant, qui avait délégué l'essentiel de son pouvoir à son favori, qui était le comte-duc d'Olivares. Olivares, qui n'était pas du tout un homme intelligent, qui avait de grands projets pour l'Espagne, mais qui s'est heurté à la fois à la crise économique et aux résistances des différentes composantes de l'Espagne des Habsbourg. Et la politique d'unification que voulait mener à bien le comte-duc d'Olivares s'est heurtée donc à ces résistances, et il y a eu une indépendance du Portugal, parce que le Portugal était intégré depuis 60 ans à l'Espagne dans le cadre de ce qu'on appelle l'Union ibérique, une tentative d'indépendance de l'Aragon et une tentative d'indépendance de l'Andalousie. Et une indépendance, alors, plus ou moins réelle de la Catalogne, suite à ce qu'on a appelé la guerre des faucheurs, qui protestait contre un certain nombre d'aspects mis en place par le pouvoir central. Ce que je veux dire par là, c'est pas juste un exemple pour vous dire, vous voyez combien je connais l'histoire de l'Espagne, c'est que dès que le pouvoir central est faible, notamment dans un contexte de crise économique, les forces centrifuges en Espagne se remettent en action. Et il n'y a pas que la Catalogne, on pense aussi au Pays Basque, mais de façon générale aujourd'hui, les communautés autonomes espagnoles, quelle que soit la couleur politique de leurs dirigeants, vont un peu chacune dans leur sens, et ils ne veulent pas s'en laisser compter par le gouvernement central. Il faut voir à quel point Mariano Rajoy, quand il est arrivé au gouvernement en 2011, et élu en novembre 2011, il a pris ses fonctions en décembre 2012. Il a bien vu que la situation économique n'était pas glorieuse, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a dit qu'il faut absolument serrer les cordons de la bourse. Il a eu un mal fou à faire admettre à toutes les communautés autonomes espagnoles, à toutes les régions espagnoles, qu'il fallait sabrer dans les dépenses. Et pourtant, à ce moment-là, l'essentiel des communautés autonomes espagnoles était dirigé par le parti de Mariano Rajoy. Bon. Alors pour revenir sur l'Europe, parce que je me suis un peu éloigné, les projets d'euro-région, évidemment, transfrontalières notamment, sont problématiques. Parce que ça, d'une certaine façon, au moins symboliquement, mais même pratiquement, ça coupe, enfin ça coupe pas justement, ça supprime les frontières. De toute façon, avec l'espace Schengen, on circule sans qu'il y ait véritablement de frontières, on voit juste un panneau France ou un panneau Espagna, avec un fond bleu et des étoiles d'or. Et puis surtout, les régions vont évidemment être de plus en plus tentées d'interférer directement dans la politique européenne de leurs États, et d'avoir pour interlocuteur direct Bruxelles. Pourquoi ? Parce que Bruxelles a une politique aussi de développement des régions, notamment via le FEDER, le Fonds de développement régional, aussi plein d'autres fonds, le FEOGA, le Fonds pour la pêche, etc., qui, à terme, tendent à supprimer symboliquement l'échelon national. Donc il est évident que ça a un impact. Je pense qu'il faut prendre la mesure de cet impact, mais je pense qu'il ne faut pas tomber dans un discours simpliste qui consisterait à dire que c'est l'Union européenne qui a créé la problématique catalane. Justement, c'était par rapport justement aux réactions des responsables publics français qui justement paraissaient aller justement à l'encontre de ce phénomène. On voit même un Valls qui s'exprime dans la matière. Même si sa sœur n'est pas d'accord, mais bon. Bah, en fait, je pense que les eurorégions, pourquoi pas, du point de vue de l'Union européenne, mais est-ce que le contexte s'y prête pour le moment? On a quand même le Brexit, on a quand même la montée de partis eurosceptiques un peu partout, on a récemment eu les élections tchèques encore, sans parler des élections allemandes. On a quand même un gros coup de frein sur le projet européen. Les instances communautaires sont confrontées à des résistances un peu partout. Je ne sais pas si ces résistances tiendront et quelle est leur nature véritable, mais en tout cas elles existent. Le mythique couple franco-allemand, soi-disant, est en panne depuis très longtemps. Ça date pas d'hier, je veux dire, on n'arrive plus à s'entendre depuis un moment, mais c'est logique, on n'a pas les mêmes intérêts. Donc je pense que c'est pas le bon moment, et en plus il y a autre chose. Et là ça rejoint un peu l'aspect économique. L'indépendance de la Catalogne, pourquoi pas? Mais comme ça, est-ce que c'est vraiment souhaitable? Est-ce que ce ne serait pas souhaitable dans un accord entre Madrid et Barcelone? Parce que là, ça rajoute une instabilité institutionnelle et économique. C'est comme les milieux économiques catalans qui sont en train de fuir massivement la Catalogne pour le reste de l'Espagne. C'est pas qu'ils soient de grands patriotes espagnols ou qu'ils soient contre l'indépendance de la Catalogne. L'argent n'a pas de patrie. Par contre, l'argent est très peureux.
ils se disent, ce qui est vraiment problématique dans l'affaire catalane aujourd'hui, c'est qu'on est dans un scénario d'affrontement direct, avec la possibilité réelle quand même que la Catalogne sorte de l'Union européenne et de la zone euro. Donc on serait face à un vide monétaire, économique et juridique que nous ne pourrions pas gérer. Si la Catalogne partait à l'amiable, sans que rien vraiment ne change au niveau de son statut, pourquoi pas, mais là c'est problématique. Donc à mon avis, c'est aussi ça qui joue dans la réaction des dirigeants européens. Puis je pense que quand même chez Emmanuel Macron, il y a un vague de conscience nationale. Vague, je suis d'accord. La Catalogne Nord, on en parlait. Ce sont des revendications qui existent. On peut peut-être y aboutir plus vite que ce qu'on croit d'ailleurs, vu l'affaiblissement du pouvoir aussi en France. Puis il n'y a pas que la France. Il y a eu un référendum hier, en Vénétie et en Lombardie, certes reconnu par le gouvernement central pour plus d'autonomie, pas pour l'indépendance, mais il y a eu un référendum. La Ligue du Nord est en train de reconfigurer son discours, mais quand même, bon, les gens du Sud, vous voyez ce qu'on en pense, quoi. Donc je pense que beaucoup de dirigeants européens se disent, bon, on va se calmer un peu. Et ce qui est assez drôle, c'est que la Catalogne est en train de devenir un repoussoir, même pour les mouvements autonomistes. Je pense par exemple justement au référendum qui a eu lieu hier en Lombardie et en Vénétie. Alors il était légal d'une part, c'était pas pour l'indépendance, c'était pour plus d'autonomie, notamment fiscale. Et surtout, les organisateurs, les promoteurs de ce référendum ont dit on n'a rien à voir avec ce qui se passe en Catalogne. Ils ont tout fait pour s'en démarquer. Ben, à mon avis, c'est un peu tous ces éléments-là qu'il faut prendre en compte. Alors, je sais pas qui... Oui, devant. Quel est votre point de vue sur le devenir de la crise qu'on a à l'heure actuelle? Est-ce que vous pensez qu'il va réellement y avoir une scission ou que, in fine, ça va plutôt rentrer dans le giron espagnol, dans la mesure où, là, il y a une série d'arrestations, il déclare vouloir appliquer l'article 155, et malheureusement, du moins pour la cause indépendantiste, pour moi, ce qui aurait été logique de leur côté, c'était de déclarer immédiatement, au lendemain, au soir même, l'indépendance. Là, le fait de tirer en longueur, ça fait un effritement qui... Ça paraît peu plausible, moins plausible. Alors, j'ai évidemment pas une boule de cristal. Je pense qu'à court et moyen terme, je ne peux pas juger à long terme, mais à court et moyen terme, une indépendance de la Catalogne me paraît difficilement faisable. L'avenir peut me démentir, mais je crois qu'elle est difficilement faisable. Alors, pour rebondir sur ce que vous dites par rapport justement à l'effritement et moi je dirais le pourrissement de la situation en fait, je pense qu'en réalité, les dirigeants catalans qui ont mené de front ce défi séparatiste, Artur Mas d'abord, maintenant Carles Puigdemont, et Mariano Rajoy, le chef du gouvernement espagnol, sont des gens qui ont un profil très semblable sur un point, c'est que ce sont des gens qui n'aiment pas la rupture et qui veulent à tout prix la continuité, quitte à ce que la situation pourrisse. Ça peut paraître paradoxal parce qu'on se dit que l'objectif du gouvernement séparatiste catalan, c'est de faire la séparation, justement. Mais ce qui s'est passé le 10 octobre, au Parlement régional catalan. Je déclare l'indépendance et je la suspends. Ce qui, au passage, consiste à s'arroger le pouvoir du Parlement. Parce que c'est le Parlement qui aurait dû faire un vote et la suspendre. Le Parlement n'a jamais fait de vote, mais bon. Je proclame l'indépendance et je la suspends. Puis là, on va convoquer le Parlement, on va réfléchir. Pour moi, ça révèle cette inaptitude fondamentale à aller dans le dur, en fait. Qu'on le retrouve chez Rajoy, qui a fait la sourde oreille et qui a joué l'immobilisme pendant très longtemps, ce qui à mon avis était très préjudiciable à la situation, mais que l'on retrouve aussi chez Artur Mas et Puigdemont, parce que ce sont des gens qui d'abord, à mon avis, je ne les connais pas personnellement, mais leur personnalité c'est la bonne bourgeoisie catalane, pas trop révolutionnaire, parce que c'est elle qui tire les ficelles, il ne faut pas se faire d'illusions, et du coup on n'est pas trop pour les ruptures, vraiment frontales, on a beaucoup de rhétorique mais ensuite quels sont les actes. Et puis je pense aussi que, comme disent les Espagnols, Puigdemont en particulier, le gouvernement régional catalan, sont coincés entre le mur et l'épée. C'est-à-dire que d'un côté, ils ont le gouvernement central qui va suspendre l'autonomie normalement samedi prochain. Le Sénat se réunit le 27 octobre pour statuer. Bon, il n'y a pas de suspense puisque le Parti populaire a une majorité absolue et en plus, le Parti socialiste et citoyen sont d'accord avec cette proposition. Donc, samedi, ils vont suspendre l'autonomie, ils vont relever de leurs fonctions un certain nombre de responsables, dont tout le gouvernement catalan. Là, on commence à rentrer dans le dur, mais effectivement, je suis surpris aussi qu'il n'ait pas encore déclaré l'indépendance. Surpris, oui et non, en fait, parce que d'un côté, je m'attendais à ce qu'il le fasse rapidement, et de l'autre, je me dis, ça colle avec ce qu'ils ont toujours fait.
Il faut quand même savoir qu'ils ont déjà fait un référendum en 2014, enfin une consultation sur l'avenir politique de la Catalogne. On aime bien jouer avec les mots en Espagne, c'est une grande passion. Qui n'a pas été organisée directement par la Généralité de Catalogne, mais par des associations séparatistes grassement subventionnées. Et il y a eu une très faible participation, quelque chose de l'ordre de 33 ou 35%. Et sur cette participation, quelque chose comme 88 ou 90% de oui à l'indépendance. J'ai envie de dire dans ce cas-là, si vraiment ces gens-là sont séparatistes, pourquoi n'en ont-ils pas tiré des conclusions? N'ont-ils pas dit on déclare l'indépendance? Dans le programme électoral de Junts pel Sí, Ensemble pour le Oui, qui est la coalition qui dirige aujourd'hui en Catalogne, il y avait, donc le programme électoral des élections anticipées de 2015, il y avait proclamé l'indépendance sous 18 mois. Ils ne l'ont pas fait. Et il n'y avait pas, dans leur programme, réalisé un nouveau référendum. J'ai vraiment la sensation qu'aussi bien du côté de Rajoy que du côté des dirigeants catalans, on est sur des gens qui n'osent pas, qui sont mous, qui sont faibles, voilà. C'est un peu mon avis. Oui. En fait, vous parliez justement du malaise identitaire espagnol qui semble traîner en longueur depuis le XVIIIe siècle. Je voulais savoir quel était le rôle des guerres carlistes dans cette reconfiguration de l'identité espagnole par la douleur et la violence. Alors, les guerres carlistes, j'ai peut-être précisé pour tout le monde ce que c'est, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde sache ce que c'est. Les guerres carlistes, c'est une série de 3 guerres au XIXe siècle, qui tire leur nom de Carlos, Charles-Marie Isidore. C'était le frère du roi Ferdinand VII. Ferdinand VII est mort en 1833, en n'ayant que des filles. Quand les Bourbons étaient arrivés en Espagne en 1700, ils avaient instauré la loi salique qui primait en France, qui consistait donc, comme vous le savez, à ne pas faire transmettre le trône par les femmes et à ne pas installer de femmes sur le trône. Comme Ferdinand VII n'avait que des filles, il a, en 1830, fait passer une pragmatique sanction pour annuler la loi salique, la casser. Donc sa fille aînée, Isabelle, devenue Isabelle II, est montée sur le trône, elle est extrêmement jeune, c'est sa mère, une Bourbon-Sicile, je crois, qui faisait la régence. Et il y a eu une série de 3 guerres menées par le frère de Ferdinand VII, Charles-Marie Isidore, une longue guerre carliste, de gens qui contestaient l'accession d'Isabelle, parce que c'était une femme, l'accession d'Isabelle au trône, et en fait à se greffer sur le rejet du centralisme bourbonien, centralisme relatif mais centralisme quand même, et sur la volonté de maintenir des institutions régionales fortes. Les Catalans et les Basques notamment, pas seulement, mais les Catalans et les Basques ont beaucoup soutenu les carlistes parce que les Catalans et les Basques étaient pour une organisation confédérale comme les Habsbourg l'avaient mise en place, et pour la monarchie absolue, contre la monarchie libérale et parlementaire qui se mettait en place à ce moment-là. Alors, quel rôle ont eu les guerres carlistes? Les guerres carlistes, en fait, c'est une expression de ce qu'on appelle la voie ibérique. Tout comme en Russie, on a les slavophiles et les occidentalistes, les gens qui sont favorables aux solutions russes et les gens qui sont favorables à l'ouverture vers l'Europe occidentale. En Espagne, il y a la voie ibérique et la voie européenne. La voie européenne, c'est de l'Europe nous vient toute la lumière, imitons l'Europe. Alors quand on dit Europe, c'est principalement France, Royaume-Uni, Allemagne, et éventuellement les pays scandinaves, ou parfois les Pays-Bas. Bizarrement pas trop Saint-Marin, je sais pas pourquoi. Donc adoptons toutes les solutions européennes. Au XIXe siècle, dans les guerres carlistes, c'était les libéraux. D'ailleurs, les libéraux étaient soutenus par la France de Louis-Philippe et par le Royaume-Uni. Et la voie ibérique à ce moment-là, c'était les absolutistes qui disaient non, on veut une monarchie absolue, confessionnelle et catholique. On veut aussi une organisation confédérale, pas une monarchie centralisée. Ça a mis très longtemps à se décanter. Ils ont finalement été battus en 1876, les carlistes, par les armées royales. Mais bon, ça a traîné en longueur entre les années 1830 et les années 1870. Donc il y a une sorte de camp qui s'est cristallisé autour des carlistes défaits, de camp un peu réactionnaire, pour le dire comme ça, puisque dès les années 1870, ils étaient réactionnaires en fait par rapport à la situation. Et ce camp-là est un des camps qui a nourri, par exemple, le franquisme. Alors, ils ont été très vite écartés et simplement mis sur une carte postale avec des jolis bérets de carlistes, voilà. Mais c'est un des camps qui a nourri le franquisme, le nationalisme durant la guerre civile. Aujourd'hui, le carlisme, c'est purement résiduel. Mais je pense que ça a contribué à accentuer l'affrontement entre ce qu'on appelle la Espagne, les deux Espagnes. D'un côté, une Espagne qui voudrait des solutions espagnoles, un peu ancrées dans le passé, pas seulement, mais un peu ancrées dans le passé, et de l'autre, alors plutôt à droite, on va dire, pour schématiser grossièrement, et une Espagne plutôt à gauche, pour schématiser grossièrement,
qui serait une Espagne du libéralisme, au sens où on l'entendait au XIXe siècle, et de la modernité. Voilà, je ne sais pas si ça a répondu à votre question, mais c'est à peu près comme ça que je l'interprète. Oui, au fond là. Quelle est l'origine, selon vous, politique et historique des autonomies en Espagne? Plusieurs origines. Alors, ce que j'entends souvent, et c'est pas complètement faux, hein, il y a une origine allemande. La constitution espagnole de 78 est inspirée de la Grundgesetz allemande de 49, de la loi fondamentale de Bonn. Il y a un certain nombre d'articles, par exemple, on l'a revu récemment avec l'article 155, les gouvernants espagnols disaient « Mais l'article 155, c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est dans plein de constitutions européennes, dont la constitution allemande. » Alors, le modèle fédéral allemand a pesé dans la constitution des communautés autonomes. Le problème, c'est que le système des communautés autonomes espagnoles, c'est pas un système fédéral. Dans un système fédéral, les droits et devoirs des entités fédérées sont fixés une bonne fois pour toutes, et on ne les renégocie plus. Et elles sont égales sur tout le territoire. Là, c'est pas le cas. D'abord, on est en renégociation permanente des compétences des communautés autonomes et de l'argent qu'on leur donne. Et en plus, il y a des inégalités formidables entre, d'un côté, la Catalogne, qui est la région qui a le plus d'autonomie. Elle a quasiment 200 compétences propres. Et je dirais comme ça, la Rioja ou la communauté de Madrid, qui sont sans doute moins autonomes. Alors, donc il y a l'influence allemande, mais pas seulement, on le constate bien. Je pense aussi qu'il y a le poids historique des opposants au franquisme, parmi lesquels on trouvait des autonomistes, catalans et basques. Ce qu'il faut savoir, c'est que des autonomistes catalans et basques, il y en avait des deux côtés. Il y en avait aussi chez les nationalistes. Hein. Toute la bonne bourgeoisie catalane, ce que ne vous diront jamais hein, les gouvernants catalans, toute la bonne bourgeoisie catalane de la Ligue régionaliste, qui demandait plus d'autonomie pour la Catalogne dans les années 20-30, a soutenu Franco, et l'a soutenu même financièrement et matériellement, en disant « Oh mon Dieu, les rouges, vous vous rendez compte, ils vont nous prendre nos richesses. Donc Franco, c'est mieux que rien. » Et Franco, d'ailleurs, les a bien remerciés en favorisant la Catalogne économiquement de façon éhontée durant sa dictature, ce qu'on ne vous racontera jamais non plus du côté de Barcelone. Donc, il y a eu aussi, pour répondre à votre question, le poids des autonomistes, pour les appeler comme ça, qui étaient des opposants historiques au franquisme, et qui ont pesé de tout leur poids dans la construction de l'Espagne démocratique post-franquiste. Et face à eux, ils se sont trouvés face à des gens qui étaient souvent d'anciens franquistes très modérés, qui étaient tout à fait d'accord pour une démocratisation, qui avaient compris que le régime ne survivrait pas à la mort de Franco. Parfois on se dit que c'est même miraculeux qu'il ait survécu à la Seconde Guerre mondiale. Et qui ont eu une sorte de compréhension. Ah, l'Espagne a été méchante quand même. On a tapé sur les Catalans et les Basques, alors on va faire des efforts. Je le dis de façon un peu triviale, mais c'est ça quand même qui a pesé. Et ça pèse encore aujourd'hui sur une partie de la population espagnole, mais beaucoup moins. Il y a un réveil de la population espagnole sur ces problématiques-là qui est assez fulgurant. Je pense que c'est à peu près les facteurs qui peuvent expliquer cette constitution-là. Donc l'origine des autonomies, elle serait plutôt vers les indépendantistes un peu socialo-communistes, pour faire un résumé, non? Oui, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en fait, le système des communautés autonomes a fini par être récupéré, y compris par la droite. Je pense à une personnalité qui est morte il y a quelques années, qui est le fondateur de l'Alliance populaire, qui est devenu le Parti populaire, le parti de Mariano Rajoy, qui est Manuel Fraga. Manuel Fraga avait été ministre du tourisme et de l'information, je suis de l'information et communication sous Franco. Comprenez, ministre du tourisme et de la censure. Manuel Fraga donc, a été président, démocratiquement élu, de la Galice. Je pense que vous situez peut-être tous la Galice, c'est au nord-ouest de l'Espagne. Pendant une bonne quinzaine d'années, voire une vingtaine d'années, j'ai plus les dates exactes en tête. Et ce Manuel Fraga, qui était un ancien franquiste, a développé un autonomisme de droite, donc est respectueux de l'unité nationale espagnole, mais avec voilà, l'identité galicienne, l'identité celtique, etc. Bon. Donc en fait, même la droite a fini par récupérer cette forme de ce que les Espagnols appellent espíritu pueblerino. C'est-à-dire le côté où on est dans notre province et on défend son identité et on défend ses intérêts. La droite, qui a longtemps gouverné à Valence, a fait la même chose. L'identité de Valence, Valence d'abord, etc. Donc d'abord, effectivement, c'était plutôt à gauche, mais ça a été récupéré par la droite. Oui. Oui, bonsoir Nicolas. J'aurais une question par rapport à la démographie espagnole. Car voilà, moi ça m'interpelle. Le fait qu'il soit dans cette courbe descendante depuis plusieurs années, et ce, bien avant la crise.
Ah oui, alors la crise a accentué, mais c'était effectivement avant la crise déjà. Le taux de natalité est extrêmement faible en Espagne depuis des années. On est en dessous du seuil de renouvellement, ça c'est clair. Alors je ne veux pas dire de bêtises parce qu'après il y a quelqu'un qui va chercher sur internet et dire « Oh, vous avez vu, il ne connaît rien ». Ça je l'ai régulièrement. J'aurais tendance à dire qu'il doit être autour de 1, 3, 1, 4 enfants par femme, mais je ne veux pas m'avancer, je ne connais plus le chiffre exact. En tout cas, il est très faible, ça c'est clair. Je pense que c'est dû à plusieurs facteurs. La fin du baby-boom espagnol. Alors le baby-boom espagnol est un peu postérieur au baby-boom français. Le baby-boom français, c'est du sortir de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à 75-76 grosso modo. L'Espagne, ça a commencé dans les années 60 pour finir à la fin des années 80 à peu près. Donc il y a eu la fin du baby-boom par la généralisation de la contraception, par les lois progressives sur l'avortement, par le rôle donné à la femme dans la société espagnole aussi, qui est un rôle différent, complètement différent de ce qu'il est dans le franquisme. Je veux dire, on est très très loin du modèle familial et du modèle féminin du franquisme. Là aussi, l'Espagne a beaucoup bougé. La crise s'est rajoutée là-dessus. Parce qu'effectivement, quand il n'y a pas de perspective économique, quand un couple voit ses deux membres se retrouver au chômage, moi je peux comprendre qu'on dise pourquoi faire un enfant, dans quelles conditions on va l'élever. Quelles conditions matérielles, mais aussi quelles conditions psychologiques. Quel avenir on va lui offrir, je peux tout à fait le comprendre. Après, j'ai pas d'explication véritablement unique. Je veux dire, qu'est-ce qui fait que l'Espagne, comme la plupart des pays méditerranéens d'ailleurs, et comme la plupart aussi des pays de l'ancienne Union soviétique, fait aussi peu d'enfants. C'est pas qu'en France on en fasse tant que ça non plus, je veux dire, faut pas fantasmer. Mais... Alors il y a évidemment l'enrichissement des populations. Ça joue parce qu'on ne vit plus de la même façon, il n'y en a plus accès aux technologies et aux techniques de contraception de la même façon. Mais pourquoi est-ce que dans les pays méditerranéens et en Espagne spécifiquement il y a cet écroulement de la natalité? J'ai pas d'explication unique. Je veux dire, je pourrais pas dire autre chose que ce que dit un manuel d'histoire de 5e. Vous dites que la monarchie espagnole est la seule institution qui soit respectée, et pourtant il semble que... Je l'ai pas dit exactement comme ça. Voilà. Il semble que cette Espagne basée sur la Constitution de 78 soit vraiment dans une problématique qui l'amène à se dissoudre bientôt. Donc que va devenir le roi dans la... Alors, est-ce qu'elle va se dissoudre bientôt? Je ne sais pas et je ne l'espère pas. Il y a quand même dernièrement des signes encourageants de résistance de la part de la population espagnole, sur lesquels on pourra revenir éventuellement. Je n'ai pas expliqué, je n'ai pas dit que la monarchie était la seule institution respectée. J'ai dit que c'était la seule qui avait réussi à sauver les meubles ou à surnager, je ne sais plus comment je l'ai dit exactement. Elle a eu de vraies difficultés à la fin du règne de Juan Carlos, pour des raisons que vous connaissez à peu près tous, à la fois la crise économique, puis les frasques de Juan Carlos qui, à ce moment-là, sont moins bien passées qu'avant. Donc elle n'était pas nouvelle, je veux dire. Tout le monde le savait en réalité. Personne ne disait rien, mais tout le monde le savait. Et elle a connu un vrai regain de popularité et de soutien avec Philippe VI, d'abord parce qu'il a rajeuni l'institution et qu'il a essayé de faire en sorte qu'elle soit plus transparente, même si j'aime pas trop ce mot, et surtout parce que là, dans la crise catalane, il a eu un discours le 3 octobre et un autre vendredi dernier, qui ont contribué à souder la population autour du roi, parce qu'il a clairement dit c'est plus possible qu'il se passe en Catalogne, il faut y mettre un frein tout de suite. Il a eu un discours extrêmement sévère et dur, où il a accusé directement les autorités de la Généralité de Catalogne. On ne s'attendait pas à ce discours, on pensait qu'il appellerait au dialogue, au consensus, et il n'a pas du tout eu ce discours. Et beaucoup d'Espagnols, et les non-indépendantistes de Catalogne dont on ne parle jamais, en France d'ailleurs, se sont découverts quasiment monarchistes, si j'ose dire. La manifestation du 8 octobre qui a suivi de quelques jours ce discours à la télé du 3 octobre, on voyait plein de gens avec des pancartes « Vive le roi », etc. parce que c'était ça aussi. Bon. Alors que va devenir la monarchie? Si l'Espagne se dissout par définition, il n'y aura plus de monarchie espagnole, je veux dire, ça c'est clair. La Constitution, est-ce qu'elle est viable? Est-ce que la Constitution 78? C'est difficile à dire. Par certains aspects oui, par d'autres non. Sincèrement, alors là c'est mon avis personnel, je pense que la monarchie est très très loin d'être le point le plus problématique de la Constitution 78. La Constitution 78 porte en elle des ferments de ce qui se passe actuellement, mais plutôt du point de vue territorial. Alors après, je sais bien, il y a des gens qui sont d'avis différents, il y a des républicains, etc. Je pense que la monarchie est loin d'être le point le plus problématique de la Constitution. Par contre, je pense qu'il serait pertinent de faire ce que réclame l'opinion
publique républicaine en Espagne, dont je ne sais pas combien elle pèse exactement, 15-20% de la population, j'en sais rien, c'est très difficile à savoir, de faire un référendum sur la question de la forme de l'État. Je pense que les républicains le perdraient assez largement à ce référendum, en toute honnêteté de ce que je vois. Mais je pense que ce serait bien de demander leur avis aux Espagnols là-dessus, et pas que là-dessus d'ailleurs. Est-ce que la Constitution de 78 est viable? Déjà, si elle était respectée, ce serait déjà pas mal. Elle ne l'est que rarement, notamment par les autorités catalanes. Moi, je pense qu'il faut la refondre en partie. Mon avis, c'est ça. Pas tout jeter à la poubelle, mais la refondre en partie, notamment sur le point de vue territorial. Après, ce sera aux Espagnols d'en décider s'il y a une réforme de la Constitution. Le Parti populaire, le Parti socialiste et citoyen, donc les centristes, se sont mis d'accord sur une refonte de la Constitution. Donc je ne sais pas trop ce qu'elle va donner, je crains le pire vu l'influence des socialistes et vu la mollesse du Parti populaire, mais bon, sait-on jamais, qu'ils aient une fulgurance. Mais ce qui serait bien, c'est qu'en tout cas, quelle que soit l'orientation que prend cette réforme, les Espagnols soient consultés par référendum. Même s'il y a des référendums à titre consultatif en Espagne qui ne sont jamais contraignants, ce serait bien qu'on leur demande leur avis, quoi. Savoir s'ils veulent qu'on aille encore plus loin dans la décentralisation. Bon, je ne suis pas persuadé, quoi. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui? Alors, nous avons une convention à nous étonner un petit peu justement de toutes ces tergiversations de part et d'autre par rapport à la déclaration d'indépendance en Pologne, une contre-sécession de la part de Rajoy. Est-ce que c'est parce qu'on n'occupe pas un peu l'aspect stratégie des acteurs, des 2-3 acteurs principaux, et le fait que chacun est censé rechercher le plus grand consensus international aussi, puisqu'on a tous besoin d'alliés. Bien sûr, oui. Il est très clair que lors du dernier sommet européen à Bruxelles, Mariano Rajoy était très content de voir Merkel, Macron autour de lui. Il y a eu vendredi dernier, à l'occasion de la remise des prix Princesse des Asturies, un de ces prix était remis à l'Union Européenne. Il y avait Juncker, Tusk et Tajani, le trio infernal, à Oviedo, dans les Asturies, donc, qui ont eu des mots très sévères, notamment Tajani, sur le séparatisme catalan. Il est très clair que chacun recherche des alliés. Ça, c'est évident. Le dirigeant européen, à ma connaissance, qui a été le plus ambigu sur la question catalane, et qui a été le moins dans le soutien de Mariano Rajoy, et ça ne surprendra personne, c'est Charles Michel, le Premier ministre belge, parce qu'il doit composer dans son gouvernement avec les Flamands, et qu'il n'a pas trop le choix. Voilà, c'est ça. Alors évidemment, il y a cet aspect stratégique, et puis de toute façon, on est quand même, il faut bien le comprendre, je veux dire, se rendre compte, on est dans des pays développés, riches, vieillissants, démocratique au sens où l'on entend aujourd'hui. Après, est-ce que c'est une vraie démocratie ou pas, je ne rentre pas dans ce débat-là, mais démocratique au sens où l'on entend aujourd'hui. Les gens ont des choses à perdre. On n'est plus en 1930 où il y avait des hordes de gens, des tas de gens qui n'avaient rien, et qui, donc n'ayant rien, n'avaient rien à perdre à se rebeller véritablement. Donc je pense qu'aussi les tergiversations s'expliquent là-dessus, c'est que chacun a à y perdre, et les populations, notamment en Catalogne, ont à y perdre. Et qu'on n'est plus trop, en tout cas il me semble, dans la dictature du prolétariat ou une révolution, voilà. Et du coup, est-ce que Rajoy, quelle est sa marge de manœuvre, sachant qu'il n'est pas en mesure d'avoir, il n'a pas de gouvernement stable, comme très peu en ont, sauf à s'allier avec des gens qui causent des problèmes que nous connaissons. Zapatero a été le premier à reconnaître la nation espagnole parce qu'il devait s'allier avec les Catalans indépendantistes. Du coup, quelle est la marge de manœuvre de Rajoy? Est-ce que, y compris par rapport à la présence ou pas d'une Catalogne pour former une majorité? Parce que là, il repousse le vote du budget l'année prochaine. Alors de toute façon, dans son gouvernement, il n'y a pas de soutien des partis catalans. Les partis catalans, comme les partis basques, comme les partis canariens, navarrais, asturiens, ça c'est aussi un truc qui est incompréhensible souvent pour les Français, ont des élus au niveau national, au Congrès des députés et au Sénat. Le gouvernement de Rajoy est soutenu par le Parti populaire et ses alliés, du type Parti aragonais, Union du peuple navarrais, Forum des Asturies, Coalition des Canaries, je crois aussi, enfin c'est un peu plus fluctuant pour les Canaries, et par les centristes du Parti Ciudadanos, citoyen. Donc ils ne comptent pas du tout sur les voix du Parti démocrate européen de Catalogne, qui est le parti de Carles Puigdemont, ni sur les voix de la gauche républicaine de Catalogne, qui est l'autre grande composante de la coalition Junts-Pelsi qui dirige aujourd'hui en Catalogne. En fait, donc je pense que là-dessus ça ne change rien pour lui. C'est-à-dire que de toute façon, il ne comptait pas sur eux en premier lieu. Donc il n'est pas en train de se dire, si je suis un peu trop méchant avec eux, ils vont me retirer leur soutien.
Ce qui va être plus problématique, c'est comment le parti nationaliste basque, qui est un parti de centre-droite, va réagir. Parce que eux, ils ne sont pas dans la stratégie catalane, mais d'un autre côté, ils ne sont pas extrêmement contents de l'application de l'article 155 de la Constitution à l'égard de la Catalogne et de la suspension de l'autonomie pour une durée déterminée. Là, c'est vrai que c'est une vraie problématique. Maintenant, je pense, mon avis, c'est que si Mariano Rajoy était intelligent, j'espère qu'il l'est, parfois j'en doute, il aurait une stratégie ferme sur la Catalogne, ce qui ne veut pas dire envoyer les chars, hein, mais ferme. Je dis ce qui ne veut pas dire envoyer les chars parce qu'à chaque fois qu'il y a un déplacement de véhicules militaires en Espagne, on a sur les réseaux sociaux les séparatistes catalans qui disent que c'est une invasion. Comment envahir son propre pays, quoi. Donc ferme. Et si, après avoir mis en place un certain nombre de choses par rapport à la suspension de l'autonomie catalane, il décidait de dissoudre le Parlement national, je pense qu'il pourrait s'en sortir avec une majorité beaucoup plus claire. Aujourd'hui, les sondages montrent quand même que les Espagnols vont pénaliser dans les urnes tous les partis qui se sont montrés compréhensifs, voire alliés des séparatistes catalans. Podemos est en train de plonger dans les sondages, ils vont passer de la 3e à la 4e place, parce que justement, ils ont une attitude que eux disent équidistante, c'est un joli mot pour dire qu'en fait, ils attendent de voir ce qui va leur apporter le plus de sièges. Manque de bol pour eux, il ne semble pas que ce soit l'attitude qu'ils aient prise. Et au contraire, une montée du Parti citoyen, le Parti centriste, qui lui est beaucoup plus dur que le Parti populaire sur la question catalane, parce qu'il vient de Catalogne en plus. Donc je pense que s'il avait vraiment une stratégie politique sur un moyen terme, il devrait dissoudre derrière, mais évidemment en ayant fait ce qu'il faut en Catalogne. Et alors là, il se retrouverait avec des marges de manœuvre beaucoup plus claires. Je ne dis pas qu'il aurait la majorité absolue à lui tout seul, je pense qu'on n'aura plus de majorité absolue d'un parti politique en Espagne avant un moment. Mais il aurait les coudées un peu plus franches, c'est mon avis. Je pense que c'était sa seule solution en fait. Peut-être que la crise catalane peut lui bénéficier grâce à Ciudadanos, parce que lui, son parti est écrit de toute façon dans les sondages, à l'inverse de Ciudadanos. Voilà, son parti, disons, je pense, va rester dans un étiage de 120-130 sièges. Il en faut, il y a 350 sièges au Congrès des députés, il en faut donc 176 pour avoir la majorité absolue. Les sondages disent à peu près ça, hein, entre 120 et 130 sièges, on est plutôt du côté de 123, je crois. Mettons même qu'il descende à 115. Je pense pas qu'il descende beaucoup plus bas, parce qu'il y a quand même un vote sociologique pour la droite en Espagne, c'est le seul vrai parti de droite, donc voilà. Mais comme Citoyen monte, effectivement, ça pourrait être un atout pour lui de dire, bon, on va passer un accord avec Citoyen, en faisant beaucoup de concessions parce qu'on n'aura pas le choix, mais ça nous permettrait d'avoir une coalition beaucoup plus stable, ça c'est clair. Oui ? Bonsoir. J'aurais voulu savoir si la situation intérieure de l'Espagne aujourd'hui a un impact dans la qualité de ses relations avec sa zone d'influence sud-américaine. Ah, forcément. Ça forcément. Et ça ne date pas en fait des derniers mois ou même des 2 dernières années, parce que il y a eu ces 315 jours sans gouvernement de plein droit. Alors Rajoy est toujours président du gouvernement en fonction, il expédie les affaires courantes. Et puis il y a la crise économique qui a beaucoup réduit la voilure de l'Espagne à l'étranger. Donc évidemment, les 3 volets un peu de la crise économique, institutionnelle, territoriale, dégradent les relations étrangères de l'Espagne en général, et avec l'Amérique latine, qui est une zone d'influence privilégiée en particulier. On a ces passes d'armes traditionnelles. Moi, elles me font rire parce qu'en fait, elles relèvent plus de la posture que de la véritable politique. Rajoy et Nicolás Maduro, le président du Venezuela, se détestent. Voilà, je pense qu'on ne peut pas être plus clair, ils se détestent, et régulièrement, on a des clics dans les 2 sens. Tout ce que peut faire Rajoy pour embêter Maduro, il le fait, et tout ce que peut faire Maduro pour embêter Rajoy, il le fait. Donc Rajoy a critiqué la répression contre le peuple catalan. Maduro a critiqué la répression contre le peuple catalan. Il a dit que le peuple catalan était un peuple de grands résistants auquel il fallait donner sa liberté, évidemment. Bon. Ça me fait plus sourire qu'autre chose, parce qu'en fait, c'est de la posture. C'est de la posture internationale, c'est pas vraiment de la politique au sens fort du terme. Voilà. Mais évidemment, du coup, ça c'est ce type d'impact-là. Oui. Alors, je sais pas qui n'a pas encore parlé. Bon, allez, devant. C'est une question sur. Vous avez dit tout à l'heure en aparté que pour vous c'était la bourgeoisie qui était un peu aux manettes. Je voulais savoir quelles étaient, si vous avez une image un peu des forces sociales qui sont à l'œuvre dans cette demande d'autonomie, parce qu'en France ça suscite à la fois des imaginaires
d'extrême gauche, anarchistes. Et en fait, dans les faits, c'est aussi des régions très dynamiques économiquement. Et donc, dans les faits, ça peut être aussi analysé comme au contraire quelque chose de beaucoup plus hiérarchique, comme au Pays Basque, où il y a voilà, je voulais savoir... Alors, si vous voulez, quand je dis que c'est la bourgeoisie qui est majoritairement aux manettes à Catalogne, on me dit non, mais vous ne savez pas, il y a la candidature d'Unité populaire qui est un parti d'extrême gauche. C'est vrai, je veux dire, il y a des forces politiques classées à droite et des forces politiques classées à gauche qui soutiennent l'indépendantisme. En Espagne, du fait du centralisme franquiste, l'augmentation de l'autonomie des régions est ancrée dans l'imaginaire de gauche plutôt, et un plus grand centralisme c'est dans l'imaginaire de droite, ce qui à mon avis c'est les Espagnols ont cette lecture-là, mais à mon avis c'est une lecture complètement erronée, parce que plus d'autonomie à certaines régions, ça veut dire aussi moins d'égalité entre les citoyens, et l'égalité étant plutôt une valeur de gauche normalement. Alors, il y a des partis de gauche et des partis de droite. Ce qui est très intéressant, et je l'ai découvert grâce à des études sociologiques, c'est que justement ce parti de gauche radicale catalane qui soutient et qui aiguillonne un peu le gouvernement catalan pour aller vers plus, enfin pas plus d'autonomie, pour aller vers l'indépendance, donc la candidature à l'unité populaire, la COUP, sur les partis anarchistes comme ça, bas de frontières, enfin bon. Et en même temps, qui vote pour la COUP, majoritairement? Les classes moyennes supérieures. De la même façon que qui vote pour Podemos majoritairement en Espagne? Les classes moyennes supérieures. Donc en fait, je maintiens, je persiste et je signe, ce sont majoritairement les couches supérieures de la société catalane, dont la bourgeoisie, qui tirent vers l'indépendance. Tout en cherchant à placer leur argent dans le reste de l'Espagne, parce qu'il faut savoir qu'il y a des entreprises gérées par des indépendantistes convaincus, des figures publiques de l'indépendantisme, qui ont déplacé en catimini, et manque de chance pour ces personnes-là, ça a été révélé, qui ont déplacé le siège de leur entreprise à Madrid, par exemple. Ces gens-là ne sont pas fous, hein. Il y a la politique, il y a l'économie. Comme on dit en Espagne, la pela es la pela. L'argent, c'est l'argent. Donc je pense quand même que c'est un mouvement qui est fondamentalement, et je sais que ça va choquer certaines personnes qui vont m'entendre aujourd'hui ou par vidéo, c'est un mouvement fondamentalement de droite. Et c'est effectivement un mouvement fondamentalement d'égoïsme. Quand on voit les affiches diffusées durant la campagne des élections régionales anticipées en Catalogne de 2015, des affiches que la coalition Junts pel Sí, qui aujourd'hui est au pouvoir, avait faites en disant par exemple « L'Espagne subventionnée vit au détriment de la Catalogne riche ». C'est pas, disons, le summum de la générosité, pour le dire gentiment. En plus, toutes les analyses là sont largement faussées, hein, je veux dire, c'est beaucoup plus compliqué que ça, le système de redistribution de l'argent en Espagne. Et puis je crois que c'est aussi un mouvement, et là, moi je n'hésite plus à employer le mot, j'ai eu des réticences pendant un moment, mais je crois que c'est un mouvement qui est profondément suprématiste catalan. Les partis indépendantistes catalans, qu'ils se revendiquent de la droite ou qu'ils se revendiquent de la gauche, prêtent à la Catalogne des qualités intrinsèques et éternelles que les Espagnols n'auraient pas, et qui rendent l'Espagne inférieure à la Catalogne. Je vais citer deux exemples. Marta Ferrusola, qui est la femme de l'ancien président régional catalan Jordi Pujol, qui a vraiment été le grand dirigeant catalan de 80 à 2003. Marta Ferrusola avait beaucoup moins de retenue que son mari. Quand elle était interrogée par les médias, elle disait des choses que son mari pensait peut-être mais qu'il n'osait pas dire. Lorsque José Montilla, dans les années 2000, est devenu président régional, José Montilla, il était né en Andalousie, à Isnájar, du côté de Cordoue, je crois. Elle a dit « ça me dérange quand même qu'un Andalou devienne président de la Catalogne. Ça me dérange. » Jordi Pujol lui-même avait écrit un livre dans lequel il expliquait que les Andalous étaient des êtres humains quasiment pas finis, quoi. Sans culture, sans civilisation. Il a été condamné en justice pour ça d'ailleurs. Hein. Et je cite un exemple plus récent, qui est celui d'Oriol Junqueras, qui est le vice-président de la Généralité de Catalogne aujourd'hui, qui est de la gauche républicaine de Catalogne. De la gauche. J'insiste, hein, c'est pas censé être la droite, normalement. Oriol Junqueras, dans les années 80 ou 90-80, je crois, expliquait que l'une des raisons qui justifiait une forte autonomie, voire l'indépendance de la Catalogne par rapport au reste de l'Espagne, c'est que les Catalans étaient génétiquement différents du reste des Espagnols,
qu'il ressemblait plus aux Français ou aux Suisses. C'est marrant, il n'a pas dit qu'il ressemblait plus aux Burkinabés, je sais pas pourquoi. Non mais, vous voyez un peu l'arrière-fond, hein, je veux dire, c'est... les Suisses, c'est des gens sérieux et riches, hein. Les gens sérieux et riches, on n'est pas comme les autres Espagnols. Il faut quand même savoir que dans les débats régulièrement entre indépendantistes et non-indépendantistes, vous allez avoir un terme comme charnego ou un terme comme mesetario qui va sortir. Charnego, c'est quoi en Catalogne? Charnego, c'est la personne qui vit en Catalogne, qui est assez souvent née, mais dont les parents ne sont pas catalans d'origine, ou qui n'est pas né en Catalogne éventuellement. C'est un mot assez péjoratif. C'est les pauvres du sud de l'Èbre qui sont venus au XIXe siècle et au XXe siècle. Mesetario, c'est les habitants de la Meseta centrale, du plateau central espagnol. Et ça, c'est un terme qui est repris un peu du fondateur du nationalisme catalan, qui est Enric Prat de la Riba, qui est mort en 17, je crois en 1917. Enric Prat de la Riba, qu'est-ce qu'il disait? Il y a deux races en Espagne. Les Pyrénéens et les Mesetarios. Les Pyrénéens, c'est quoi? Les Catalans. Et puis, un petit peu les Aragonais et les Navarrais et les Basques. À cette époque, d'ailleurs, pour les nationalistes basques, la Catalogne, c'était vraiment comme le reste de l'Espagne. Ils n'aimaient pas du tout les séparatistes catalans à cette époque, ça a bien changé. Et donc, les Mesetarios, c'est tout le reste. Et alors, pourquoi est-ce qu'on les distingue? Qu'est-ce qui permet de les distinguer? Finalement, les Pyrénéens sont plus riches, plus développés, plus intelligents, plus civilisés, plus démocratiques, plus européens. L'Europe, c'est très très important dans l'imaginaire séparatiste catalan. On est plus européen, on est mieux, on est supérieur. Vraiment, hein, j'insiste là-dessus. Guillaume Meurice, l'humoriste de France Inter, je crois, France Info, je sais plus, France Inter, avait fait un reportage, alors, qu'il voulait humoristique, mais il est un peu tombé sur le cul, pardon, l'expression, quand il y avait eu des manifestations à Paris, de Catalans installés à Paris qui manifestaient pour l'indépendance de la Catalogne. Il a été interrogé quelqu'un un Catalan installé depuis très longtemps, qui parlait très bien français. Il lui disait, mais pourquoi vous voulez être indépendant? Parce que, moi, de mon point de vue, vous êtes comme les autres Espagnols, quoi. Je veux dire, vous êtes une autre région, mais globalement, vous êtes des Espagnols. Et il lui a répondu, alors je ne sais plus quels sont ses mots exacts, mais quelque chose du style, oui, mais parce qu'on est supérieur, ou quelque chose comme ça. Et il l'a dit avec un naturel total, et ça ne lui posait aucun problème. Et ça ne pose aucun problème aux séparatistes catalans. Alors, ils vont le dire d'une façon ou d'une autre, plus ou moins habilement, on est d'accord. Mais Oriol Junqueras, le vice-président de la Généralité de Catalogne, ne s'est jamais excusé de dire qu'il y avait des différences génétiques fondamentales entre les Catalans et le reste des Espagnols, ce qui en plus c'est délirant, parce qu'il y a eu un brassage de population en Catalogne qui fait que c'est pas très différent du reste de l'Espagne. Et quelle est la base scientifique de tout ça déjà? Est-ce qu'il y a eu des études de génome fait? Et puis surtout, qu'est-ce que ça justifierait? Qu'est-ce que ça justifierait? Je veux dire, je pose la question. Quoi. Si je peux me permettre, j'ai vu une carte dans un livre qui s'appelle L'invention de l'Europe du démographe, de l'historien Manuel Todd, et il fait la carte des structures familiales. C'est de l'histoire à base anthropologique. Et tout le nord, c'est marrant parce que je vous écoute en repensant à cette carte, et tout le nord de l'Espagne, qui est resté très catholique très tardivement, oui, même si ça a bien changé aujourd'hui. Oui, voilà, mais dans les années 80, c'était à 60, c'était encore des taux plus de 50%. C'est des familles très autoritaires et qui généralement, dans l'endroit où elles apparaissent, génèrent de l'ethnocentrisme. C'est un peu ça que vous décrivez. Oui. De toute façon, il y a probablement des bases anthropologiques aussi, bien sûr. Voilà. Mais bon, là, justement, dans l'invention de l'Europe, Emmanuel Todd montre par exemple que la France a de multiples modèles anthropologiques familiaux. Et que justement, ça ne l'a pas empêché d'émerger comme un des nations, parce que c'est aussi une construction culturelle et politique. De toute façon, toute nation est une construction. Contrairement à ce qu'expliquent les Catalans ou les Basques nationalistes, qui disent qu'en fait, l'Espagne serait artificielle, mais que la Catalogne ou le Pays Basque est naturel. Naturel de quoi? Est-ce que les mammouths étaient déjà basques ou catalans? Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Donc tout est construction. Oui. Est-ce que tu peux nous brosser un rapide portrait pour justement continuer sur le sujet et sortir tout simplement de la différence Espagne-Catalogne, de l'influence ou du lien qu'il peut y avoir entre la géographie espagnole et les différentes Espagnes, donc l'Espagne atlantique, l'Espagne méditerranéenne, l'Espagne des plateaux, les Espagnes des côtes. Et deuxième question annexe, tu disais que tu as abordé la question du sport dans ton livre.
il y a un rapport au football évidemment qui est différent par rapport à la France. Ma question c'est, est-ce que, il y a un lien entre les élites politiques et le sport en Espagne, et deux, est-ce qu'il y a un soft power espagnol via le sport qu'on a peut-être même pu sentir ou ressentir dans la publicité qui était faite en France pour la Catalogne? Alors, je vais répondre tout de suite sur le sport. Donc oui, il y a un soft power, évidemment. De toute façon, les séparatistes catalans se servent du FC Barcelone à fond les manettes. Ils y vont sans filtre. Et les autorités du FC Barcelone y vont sans filtre. En fait, je vais être un peu cruel. Je pense que les autorités du FC Barcelone, depuis quelques décennies, essaient de se refaire une virginité démocratique parce que leur rapport au franquisme n'est pas celui qu'elles disent. Quand on fouille un petit peu, on se rend compte que dans les années 50, 60, 70, tous les clubs de football, ça faisait bien, ont donné une médaille d'or à Franco. Sauf le FC Barcelone qui en a donné 2. Il faut savoir que Franco, le gouvernement franquiste, je sais, hein, pour beaucoup ça va supposer de tomber des nues, parce qu'il y en a pour qui le FC Barcelone c'est le club de la résistance. Le slogan c'est plus qu'un club, c'est une identité bien sûr, on y croit tous. Le gouvernement franquiste a épongé la dette du FC Barcelone à plusieurs reprises. Ce qui n'a pas fait pour tous les clubs, notamment pas pour le Real Madrid, qui est soi-disant le club du franquisme. Il y a un député européen espagnol qui en parle très bien, qui s'appelle Javier Nart, qui n'est pas originaire de Catalogne, mais qui y a vécu, et qui disait dans les années 60 ou 70, quand la police franquiste allait taper sur les étudiants qui manifestaient à la cité universitaire, à côté du stade, est-ce que les autorités du FC Barcelone, est-ce que les joueurs réagissaient? Non. Ils n'ont jamais fait un seul communiqué. Alors on peut dire c'est parce qu'ils avaient peur. Oui, mais enfin, on pourrait le dire de tous les clubs dans ce cas-là. Et surtout, le dirigeant historique du Real Madrid, Santiago Bernabéu, qui a donné son nom au stade du Real Madrid, était un conservateur, mais un monarchiste conservateur libéral, pas un soutien forcément de Franco. Il a été soutenir la famille royale espagnole en exil, qui était à Estoril, au Portugal à ce moment-là, et qui est une famille de conviction libérale anti-franquiste. Et ça a beaucoup déplu à Franco, qui a tout fait pour mettre ça sous le boisseau et le faire taire dans la presse espagnole. Donc on pouvait se permettre des choses à l'époque. Et le FC Barcelone ne se l'est jamais permis. Et pour construire son nouveau stade, le Camp Nou, sur l'ancien stade de Las Corts, et pour construire le Palau de Gel, et pour construire d'autres structures, eh bien le FC Barcelone a compté sur les sous du franquisme. Il faut le dire. Voilà. Donc il y a effectivement un soft power catalan qui présente le FC Barcelone comme le club de la résistance, par son opposition au Real Madrid. Ça c'est vraiment du pipeau. À 100%. À 100%. Je le dis clairement, il suffit de se renseigner un petit peu, de prendre des sources. Par exemple, il y a un très bon livre là-dessus qui a été fait par un Espagnol qui s'appelle Nacidos para Incordiarse, né pour se détester, qui traite du Real Madrid et du FC Barcelone et qui montre tout ça appuyé sur des sources historiques. Pour ce qui est de la géographie espagnole, alors les Français ont du mal à représenter que l'Espagne, c'est un pays extrêmement montagneux. Dans l'Union européenne, c'est le 3e pays le plus élevé en moyenne, après la Suisse et l'Autriche, enfin, pas l'Union Européenne, du coup, en Europe, après la Suisse et l'Autriche. Et j'accepte les petits États, parce qu'Andorre, c'est encore particulier. Donc si on prend les principaux États, après la Suisse et l'Autriche, l'Espagne, c'est le 3e pays avec l'élévation moyenne la plus importante. Je crois que c'est 700 ou 800 mètres en moyenne, ce qui est énorme. Il y a très très peu de grands bassins en Espagne, comme il y a le bassin londonien, le bassin parisien, le bassin aquitain, le bassin du nord de l'Allemagne. Donc ça a rendu, historiquement, les communications très difficiles. Il y a très peu de fleuves navigables. Le vrai seul fleuve navigable espagnol historiquement, c'est le Guadalquivir, jusqu'à Cordoue et encore. Et les montagnes compartimentent beaucoup le territoire. Ce qui fait que ça a été une grande difficulté aussi pour former une nation espagnole cohérente. La géographie n'est pas la seule explication, mais c'est une explication intéressante. Et donc il y a effectivement des différences entre la corniche, ce qu'on appelle la corniche cantabrique, le long de l'Atlantique, qui en plus fait partie de ce qu'on appelle l'Espagne humide, même si en ce moment c'est plutôt l'Espagne sèche, mais de fait c'est l'Espagne humide historiquement, qui reçoit beaucoup de pluie. Puis le reste du pays c'est l'Espagne sèche. Il y a des mentalités un peu différentes entre la Meseta centrale, le Grand Plateau central, la Castille. J'adore la Castille, c'est vraiment une région que j'adore. C'est vrai que c'est une mentalité très différente. La vallée du Guadalquivir, qui est encore différente des montagnes andalouses, qui est encore différente des côtes de Valence. Voilà. Il y a des différences comme ça, ce qui n'empêche pas une réelle identité aussi. Je veux dire, on insiste beaucoup sur les différences quand on parle des Espagnes.
mais il y a quand même une réelle identité, une réelle unité là-dedans, mais avec des différences, c'est vrai, certaines, qui peuvent expliquer en partie, par la géographie et par les mentalités, les divisions qu'on observe aujourd'hui. Oui ? Bonsoir, merci pour votre conférence. On a un peu évoqué la vision des Français, que les Français avaient des Espagnols et de l'Espagne. Est-ce que vous pourriez revenir sur la vision que les Espagnols ont de la France et des Français? Pour être un peu plus précis, parce que c'est une question qui est un peu vaste. Est-ce qu'on peut observer en Espagne, vu que vous connaissez bien le territoire et les habits, ce qu'on peut observer par exemple en Italie, qui est peut-être un peu plus proche de nous, notamment sur la question européenne. Les Italiens sont très attentifs, sont plutôt attentifs à ce que la France peut dire ou faire vis-à-vis de l'Union européenne et de l'euro. Est-ce qu'on peut retrouver ce genre de dynamique en Espagne? Et plus globalement, est-ce que les Espagnols attendent, entre guillemets, quelque chose de nous? Ou est-ce qu'ils sont vraiment concentrés sur eux-mêmes et sur une autre interface? Alors, l'Espagne, c'est pas un pays très tourné vers l'extérieur, globalement. Les Espagnols en général ont très peu conscience des enjeux internationaux, même en France, en Europe. Maintenant, il est clair que l'Espagne souvent cherche à savoir ce que la France dit sur les questions européennes, ce qui ne veut pas dire qu'elle va dire la même chose. Ça arrive, mais pas toujours. Je prends un exemple sur la question des travailleurs détachés. L'Espagne n'est pas du tout dans le camp de la France. Quand Mariano Rajoy, il y a quelques mois, a rendu visite à la première ministre polonaise, Beata Szydło, il a été soutenir la première ministre polonaise sur la question des travailleurs détachés. Mais c'est vrai que on attend de voir ce que la France va dire, pour s'y opposer ou pour y adhérer. Ça dépend des sujets. En Espagne, on attend beaucoup de voir ce que l'Allemagne va dire aussi sur les sujets. Et le gouvernement espagnol et Mariano Rajoy ne sont pas des gens extrêmement courageux ni inventifs. On se range derrière l'avis du plus fort. Généralement, c'est ça, pas se faire d'illusions. Le plus fort étant l'Allemagne pour le moment, on se range souvent derrière l'avis de l'Allemagne. Même si on peut dire, oui, c'est vrai qu'on aimerait bien une Europe fédérale avec un ministre des Finances, ça c'est pour la galerie. Mais ensuite, on se range derrière l'Allemagne. Alors, quelle image les Espagnols ont de la France et des Français? En fait, ça appelle deux réponses, parce que quelle image les Espagnols ont de la France et quelle image les Espagnols ont des Français? C'est pas tout à fait la même chose. Alors, les Espagnols, globalement, sur des exceptions, mais globalement, ont une bonne image, voire une très bonne image de la France. La culture, des lumières, Paris, c'est assez stéréotypé à la fin, mais c'est une très bonne image quand même. Les médias espagnols en général parlent beaucoup de la culture française, beaucoup plus que nous parlons de la culture espagnole. Je me souviens très bien, c'est une des fois où je suis allé jouer les guides avec un ami à Madrid. On était dans l'hôtel, on regardait un jeu télévisé quelconque sur la télévision, et puis c'était un jeu de connaissances, qui n'allait pas chercher très loin, mais un jeu de connaissances. Le nombre de questions sur la France était proprement hallucinant. Si on avait autant de questions sur l'Espagne en France, ça se verrait tout de suite, quoi. Donc je pense qu'ils connaissent beaucoup mieux, je dis pas que ce sont de fins connaisseurs, mais ils baignent dans des médias qui leur parlent quand même plus de la culture. Après, sur les Français, c'est peut-être plus partagé. Les Français ont une réputation un peu d'arrogance en Espagne. La presse espagnole, notamment à droite, aime bien utiliser le mot grandeur en français et en italique. De part de la France, souvent pour s'en moquer, les prétentions de grandeur. La grande nation. C'est tout juste, ils ne prennent pas l'accent de Louis XIV. Et voilà, je veux dire, c'est un peu pour se moquer. Ils détestent pas les Français globalement, mais voilà, il y a un peu cette méfiance et cette distance. Mais je pense que la France, globalement, jouit quand même plutôt d'une bonne image en Espagne. Même si les Espagnols, ces dernières années, ont conscience du déclin de la France par rapport à l'Allemagne. Ils en ont une vraie conscience. Oui ? Oui, bonjour, merci pour cette conférence. Je voulais revenir un petit peu sur l'ignorance qu'ont les Français de l'Espagne, les clichés, et puis également le traitement de cette crise catalane. Est-ce que ça ne viendrait pas d'un problème lié à l'éducation secondaire en France, finalement? Évidemment, oui, en partie. En partie, finalement, bien sûr. Où dans le système scolaire, on véhicule tous les clichés dont vous avez parlé, la guerre civile, les gentils catalans contre les méchants madrilènes, la redite de la guerre civile. C'est-à-dire qu'en fait, je vais la terminer peut-être. Non, allez-y. C'est bon. Pour ce que je connais, par exemple, des manuels d'histoire des lycées français, on parle extrêmement peu de l'Espagne. On me dira, on parle de moins en moins de la France. On parle extrêmement peu de l'Espagne, mais ça date pas d'hier, ça. Pour le coup, c'est un phénomène assez ancien. Et lorsqu'on en parle, c'est les grandes découvertes, mais c'est assez rapide.
on n'explique pas du tout en fait quel contexte a permis les grandes découvertes de la part des Espagnols et des Portugais d'ailleurs aussi. Pourquoi ces pays? C'est pas juste le hasard de l'histoire. Et puis ensuite, on saute jusqu'à Franco. J'ai tendance à dire que pour les Français, entre Charles Quint et Franco, il ne s'est rien passé en Espagne. Et en plus, alors je ne sais pas où ça en est exactement, parce que moi je ne suis pas prof d'histoire, je suis prof d'espagnol, le hasard fait bien les choses. Il me semble qu'à un moment, on avait parlé de supprimer le chapitre sur les grandes découvertes. Donc je me dis, bon, peut-être un peu la guerre civile, et puis qu'est-ce qu'on dira sur l'Espagne ensuite? C'est vrai que l'éducation secondaire, l'instruction publique dans le secondaire, a un rôle à jouer, certainement. Après, je ne suis pas là pour définir des programmes scolaires, hein, je ne suis pas du tout compétent pour ça, mais c'est sûr que quand la guerre civile est la seule image qu'on donne d'un pays, ou éventuellement quand on parle de l'Espagne pour l'intégration à la CE en 86, et qu'avant l'intégration à la CE, bien sûr, tous les Espagnols vivaient à la charrette, au puits et à la bougie, évidemment, hein, je veux dire, parce qu'il ne s'est rien passé en Espagne économiquement avant l'intégration à la communauté économique européenne, tout le monde sait ça. Quand c'est la seule image qu'on en donne, ben oui, c'est la seule image que vous en avez. Même si ensuite vous partez en vacances sur la Costa Brava, mais c'est pas ça qui vous donnera une image de l'Espagne, quoi, je veux dire. Faut être clair. Hein. Oui. J'aimerais que vous alliez plus en détail sur la politique diplomatique et les orientations diplomatiques de l'Espagne, notamment par rapport à l'Amérique latine. Alors, je pense que l'Espagne conçoit qu'elle a une relation privilégiée avec l'Amérique latine. C'est pas toujours conçu dans l'autre sens, ça dépend des pays, et ça dépend des périodes, évidemment. Mais l'Espagne conçoit qu'elle a une relation privilégiée avec l'Amérique latine d'un point de vue culturel, d'un point de vue politique et d'un point de vue économique. Dans les années 90, la presse latino-américaine parlait, et évidemment plutôt dans un sens péjoratif, ce qui est logique, des nouveaux conquistadors, quand elle parlait des grandes multinationales espagnoles qui s'implantaient massivement en Amérique latine et qui y ont fait leur beurre, dans le domaine des télécommunications, des banques, des transports ou de l'énergie. L'Espagne mise beaucoup en fait sur cette présence-là, qui est énorme. L'Espagne, c'est le 3e stock d'investissement en Amérique latine derrière les États-Unis et la Chine. Et on ne parle pas de pays qui ont la même échelle. Hein. L'Espagne et la Chine, il y a quand même un monde, quoi, je veux dire. Elle le conçoit aussi culturellement. Je pense qu'il y a vraiment, et sincèrement, le sentiment d'une communauté culturelle de la part des Espagnols avec les Latino-Américains. En général, je fais des généralités, il y a toujours des gens qui penseront le contraire, mais en général. Parce qu'il y a la langue, parce qu'il y a l'histoire commune. Moi je suis frappé de voir à quel point, dans l'instruction publique en Espagne, qui n'est pas forcément en excellent état non plus, hein, mais frappé à quel point les Espagnols sont capables de citer des ouvrages ou des passages d'auteurs latino-américains, parce qu'ils les ont étudiés régulièrement. En France, combien d'auteurs belges, suisses, haïtiens, québécois, africains on étudie dans le secondaire? C'est une vraie question. Il y a le sentiment, plus ou moins poussé selon les partis, selon les époques, selon les intérêts, parce que c'est souvent affaire d'intérêt aussi, d'appartenir à une communauté de destin historique. Après, c'est évidemment beaucoup fonction du pouvoir politique en place dans les différents pays latino-américains et en Espagne. Il est évident que l'Espagne actuelle ne s'entend pas extrêmement bien avec le Venezuela. Mais l'Espagne ne s'est jamais, depuis le retour de la démocratie, très mal entendue avec Cuba. C'est pas qu'une question de droite-gauche ou communiste ou capitalisme. C'est un peu plus compliqué que ça. D'ailleurs, Cuba était le seul pays du bloc socialiste où l'Espagne franquiste avait maintenu un ambassadeur. C'est assez significatif. Donc je pense qu'il y a cette conscience-là, avec des fluctuations d'ordre politique, d'ordre conjoncturel. Voilà. C'est un peu comme ça que je le décrirais. Je ne sais pas si ça satisfait votre curiosité sur la question. C'était par rapport aussi à la question, comme je viens d'Amérique latine. D'accord. Vous voyez les Espagnols qui vivent là-bas, mais qui en même temps disent le terme Sudaca. Oui. Ah bah, après, il y a évidemment, ça c'est partout comme ça, il y a une forme de complexe de supériorité économique. Ça c'est inévitable. Je ne dis pas que c'est excusable, mais c'est inévitable. Souvent dans l'histoire humaine, et dans l'actualité, c'est comme ça. Il y a eu beaucoup de latino-américains qui ont émigré dans les années 90-2000 en Espagne. À ce moment, ils sont repartis avec la crise économique. Il y a beaucoup d'équatoriens, par exemple. Énormément d'équatoriens. Depuis la crise de 2000, oui. Notamment, qui allaient en Amérique latine. Oui, même si le flux s'est beaucoup tari depuis 2013-2014 avec la reprise économique. Mais c'est vrai qu'ils privilégient l'Amérique latine parce que
c'était une terre avec une promesse de croissance importante, donc de l'emploi, avec de la famille là-bas. Et puis, parce qu'on y parlait la langue et que c'est un peu plus facile. Je faut vous dire que les Espagnols qui sont partis en Allemagne comme Gastarbeiter, ils en sont revenus, quoi. Hein, vraiment, je veux dire. Ils en sont revenus. Donc, alors, évidemment qu'il y a ça aussi, bien sûr. Hein, il ne faut pas le cacher du tout, je veux dire. C'est évident. Maintenant, je pense quand même que dans le discours ambiant en Espagne, il y a cette conscience-là qui flotte. Et qui est plus ou moins appuyée selon les personnes et selon les époques. Il y a aussi des Espagnols qui n'aiment pas du tout les Sud-Américains, ça existe comme partout, je veux dire. Hein. Mais je pense que ce n'est pas une majorité, honnêtement. Voilà, c'est bon. C'est la dernière question, parce qu'il faudra prendre ça. Merci. Du coup, plus personne. Pas de chance alors. Bon, merci Nicolas.